Mon nom est Isaiah. Et à 33 ans, j'ai appris que le silence est le luxe le plus cher au monde. Lors du dîner de fête de l'Action de grâce de cette année, mon frère Trey a présenté sa nouvelle petite amie à la famille, et pour une raison quelconque, ils ont tous continué à me regarder avec des yeux pleins de pitié. Quand elle m'a finalement demandé ce que je faisais dans la vie, mon père Otis m'a coupé la parole avant même que je puisse avaler ma nourriture. Ne nous embarrasse pas, Isaiah, a-t-il claqué. Dis-lui juste que tu conduis un camion et que ce sera réglé. Toute la table a éclaté de rire. Trey s'est penché en arrière sur sa chaise, faisant tournoyer son vin coûteux, et a ajouté, en fait, peut-être que tu devrais mentir cette fois pour ne pas avoir l'air aussi pathétique comparé à ma nouvelle promotion. J'ai juste souri et j'ai pris une gorgée d'eau. Il n'avait aucune idée que la promotion dont Trey se vantait dépendait entièrement d'un contrat avec mon entreprise. Et il ne savait certainement pas que 5 minutes plus tard, un seul appel téléphonique de mon assistante transformerait leur rire en terreur absolue. Avant de continuer cette histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà été le mouton noir de la famille pour ensuite réaliser que vous étiez en fait le loup. Je dirige une entreprise appelée Nexus Global Logistique. Nous sommes une société de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui gère le transport sous chaîne du froid pour les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires haut de gamme. Ma flotte se compose de 600 camions, 12 centres de distribution et 3 avions cargo. Ma valeur nette se situe quelque part au-dessus de 400 millions de dollars. Mais ma famille ne sait rien de tout cela. Pour ma mère, Viola, et mon père, Otis, je ne suis qu'Isaiah, l'étudiant ayant abandonné ses études qui joue avec des camions. J'ai arrêté d'essayer de les corriger il y a 5 ans, quand j'ai demandé à mon père un prêt de 1000 dollars pour réparer mon premier camion de livraison, et il m'a dit qu'il ne jetterait pas l'argent par les fenêtres. J'ai réparé ce camion moi-même avec du ruban adhésif et des prières, et j'ai construit mon empire en silence pendant que mon frère Trey gravissait les échelons de l'entreprise dans la vente, alimenté par des voitures de luxe louées et les louanges constantes de nos parents. Le trajet jusqu'à la maison de Trey pour la fête de l'Action de grâce a duré 18 heures. Je ne venais pas de Montpentouse à Chicago. Je venais directement de la côte où un ouragan avait dévasté une petite communauté. Ma flotte était là, livrant de l'eau potable et des fournitures médicales gratuitement. J'étais sur le terrain depuis 3 jours, déplaçant des caisses, dormant dans la cabine de mon camion et mangeant des barres protéinées. J'étais épuisé. Je portais mes vieilles bottes Timberland tachées de boue et une lourde veste en flanelle qui sentait la pluie et le diesel. J'avais l'air négligé. Mais je me sentais bien parce que je savais que j'avais aidé des gens. Quand j'ai garé mon Ford F-150 de 2018 dans l'allée de la maison que Trey louait dans une banlieue chic d'Atlanta, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. La maison était une MC Mansion, une monstruosité en stuc qui criait le nouveau riche. Garée dans l'allée se trouvait la Mercedes de Trey et la Cadillac de mon père. Mon camion avait l'air déplacé, comme un cheval de Trey dans une salle d'exposition de pouliches. Je n'avais même pas mis le camion en mode parking quand la porte d'entrée s'est ouverte en grand. Trey est sorti en marchant. Il portait un costume. Qui porte un costume 3 pièces pour un dîner de fête de l'Action de grâce chez soi? Il avait l'air paniqué, agitant les bras pour que je m'arrête. J'ai baissé la vitre, laissant l'air froid de novembre mordre mon visage. « Salut, grand frère », ai-je dit en essayant de garder une voix joyeuse. « Bonne fête de l'Action de grâce. » Trey n'a pas souri. Il a regardé mon camion avec un dégoût pur. « Tu ne peux pas garer ça ici, Isaiah », a-t-il sifflé, regardant autour de lui les maisons des voisins comme si mon camion laissait échapper des déchets radioactifs. « C'est une allée, Trey, ai-je dit. C'est à ça que ça sert. Pas dans ce quartier, a claqué Trey en ajustant sa cravate en soie. L'association des propriétaires est stricte. Pas de véhicules commerciaux et certainement pas de camions abîmés qui ont l'air de sortir tout droit d'un marais. Tu dois le déplacer. J'ai soupiré en serrant le volant. J'ai juste conduit 18 heures, Trey. Mes jambes sont en crampes. Puis-je le laisser ici 1 heure pendant que je décharge les cadeaux? Non, a dit Trey fermement en pointant dans la rue. Gare-le à 2 pâtés de maison, derrière le centre communautaire. Personne ne le verra là-bas. Et dépêche-toi. Brittany arrive dans 20 minutes, et je ne veux pas que sa première impression de ma famille soit cette monstruosité. Je l'ai regardé un instant. J'aurais pu lui dire tout de suite. J'aurais pu lui dire que l'association des propriétaires dont il avait si peur était gérée par un groupe immobilier que j'étais en train d'acquérir.
J'aurais pu lui dire que mon camion était sale parce que je sauvais des vies pendant qu'il s'inquiétait de l'attrait extérieur. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché lentement la tête. Bien, ai-je dit. Je vais le déplacer. J'ai reculé dans l'allée et j'ai conduit à 2 pâtés de maison, me garant derrière une rangée de haies près des bennes communautaires. J'ai pris mon sac de sport et j'ai commencé la longue marche de retour vers la maison. Le vent traversait ma veste en flanelle, mais je marchais la tête haute. J'étais habitué au travail acharné. J'étais habitué à l'inconfort. C'était quelque chose que Trey ignorait complètement. Quand j'ai enfin atteint la porte d'entrée, j'ai sonné. Ma mère, Viola, a ouvert. Elle était vêtue de ses plus beaux habits du dimanche, des perles autour du cou, les cheveux parfaitement coiffés. Elle m'a regardé de haut en bas et sa lèvre s'est légèrement retroussée. Isaiah. A-t-elle dit sans bouger pour me prendre dans ses bras. Tu as l'air fatigué. Et il y a de la boue sur tes bottes? J'ai essuyé mes pieds agressivement sur le paillasson. Bonjour à toi aussi, maman. Oui, c'est de la boue. Je travaillais. Le jour de la fête de l'Action de grâce? Elle a soupiré en secouant la tête en s'écartant pour me laisser entrer. Toujours à courir après l'argent. Si tu avais écouté ton père et terminé tes études, tu pourrais avoir un salaire comme Trey et des jours fériés payés. Mais entre, j'imagine. Essaie juste de ne pas toucher au mur. Trey loue cet endroit et nous voulons récupérer la caution. J'ai marché dans le vestibule. La maison sentait la dinde rôtie et les bougies chères, mais en dessous, je sentais l'odeur distincte de la prétention. Mon père, Otis, était assis dans le salon à regarder le football sur une télévision massive. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. « Salut, papa », ai-je dit en déposant mon sac près de la porte. « Salut. » Il a grogné, les yeux rivés sur l'écran. « Garde ce sac hors du passage. » Trey attend des invités importants. J'ai marché dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. Trey y était, goûtant la sauce. Il avait l'air stressé. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. « Tout va bien ?» ai-je demandé en m'appuyant contre le comptoir. « C'est un grand jour, Isaiah » a dit Trey en remuant la casserole frénétiquement. Non seulement Brittany arrive, mais j'ai un énorme accord qui se conclut lundi. Si cela se concrétise, je deviens vice-président. J'ai besoin que tout soit parfait aujourd'hui. Alors s'il te plaît, essaie juste de te fondre dans le décor. Ne raconte aucune de tes histoires de camionneur. Ne parle pas des syndicats ou des prix de l'essence. Mange et souris. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était une sonnerie distinctive que j'avais réglée pour les urgences professionnelles. Je l'ai sorti. L'identifiant de l'appelant disait « Sarah, VP des opérations ». Je dois prendre ça, ai-je dit en levant un doigt. Je suis entré dans le couloir et j'ai répondu. Vas-y, Sarah. Isaiah. Nous avons un problème au port de Savannah. La voix de Sarah était tendue. Les douanes retiennent l'envoi de 50 millions de dollars de glacières à vaccin. Ils disent qu'il manque les documents de conformité de la chaîne du froid. Si nous ne réglons pas cela dans les 2 heures, les capteurs de température déclencheront une violation et le client annulera le contrat. J'ai pincé l'arête de mon nez. Les documents sont numériques, Sarah. Ils sont sur le serveur sécurisé. Dis à l'autorité portuaire de vérifier le code de vérification de la blockchain que j'ai envoyé hier. S'ils résistent, dis-leur d'appeler le sénateur. J'ai fait un don à sa campagne le mois dernier pour cette raison exacte. Je m'en occupe. Patron, a dit Sarah. Désolé de vous déranger le jour de la fête de l'Action de grâce. Pas de problème. Règle ça, ai-je dit et j'ai raccroché. Quand je me suis retourné, j'ai vu mon père debout dans l'embrasure du salon. Il avait écouté. Il avait un air de satisfaction suffoqué sur son visage. Des problèmes avec le patron, a demandé Otis avec un sourire en coin. Laisse-moi deviner. Tu as encore été en retard pour une livraison. Ou as-tu perdu un colis? Quelque chose comme ça, ai-je dit en remettant le téléphone dans ma poche. Tu ferais mieux de faire attention, Isaiah, a dit Otis en secouant la tête. Les emplois pour les personnes ayant tes compétences deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Tu ne veux pas te retrouver au chômage et demander un prêt à Trey. Il a travaillé trop dur pour porter son frère parasite. J'ai regardé mon père.
J'ai regardé l'homme qui m'avait appris à être honnête et travailleur, mais qui maintenant me méprisait parce que mon travail ne venait pas avec un titre dont il pouvait se vanter à l'église. Je ne demanderai pas un sou à Trey, papa, ai-je dit calmement. Je te le promets. C'est à ce moment-là que la sonnette a retenti. L'énergie dans la maison a changé instantanément. Trey a couru hors de la cuisine en s'essuyant les mains sur une serviette. Maman s'est tapoté les cheveux. Papa s'est levé et a boutonné son blazer. C'est elle, a chuchoté Trey à voix haute. Tout le monde agit normalement. Et Isaiah, pour l'amour de Dieu, rentre ta chemise. J'ai regardé leur précipitation pour impressionner une femme qu'ils n'avaient jamais rencontrée. J'ai rentré ma chemise en flanelle dans mon jean et je me suis adossé au mur. J'étais le spectateur d'une pièce que j'avais vue 1000 fois, mais cette fois, j'avais le sentiment que la fin allait être très différente. La porte s'est ouverte et Britney est entrée, portant un sac à main de créateur que j'ai immédiatement reconnu. Je l'ai reconnu non pas parce que je suivais la mode, mais parce que mon entreprise gérait la logistique de la marque authentique. Et en regardant les coutures de la poignée, j'ai su instantanément que le sac qu'elle portait était une contrefaçon, comme tout le reste dans cette maison. Au moment où Britney a franchi la porte, la température de la pièce a semblé baisser de 10 degrés. Elle était indéniablement frappante avec des cheveux teints d'une nuance de blond qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Et un manteau de cachemire blanc qui avait l'air assez immaculé pour suggérer qu'elle n'avait jamais marché un jour de sa vie. Mais ce qui a immédiatement attiré mon attention, ce n'était pas sa beauté ni la façon dont elle s'accrochait au bras de Trey comme un trophée. C'était le sac à main orange vif qu'elle a négligemment posé sur la table de l'entrée. Pour quiconque d'autre dans cette pièce, c'était un Birkin Hermès, le saint graal des accessoires de luxe. Un sac qui coûte plus de $20 000 et qui nécessite une liste d'attente de plusieurs années. Ma mère a haleté audiblement, les yeux écarquillés d'envie et d'admiration mêlés. Mon père a hoché la tête avec approbation, voyant le sac comme une preuve que son fils préféré avait enfin trouvé une femme de haut statut. Trey rayonnait, gonflant sa poitrine comme s'il avait lui-même cousu le cuir. Mais j'ai vu quelque chose de différent. Mon entreprise Nexus Global Logistique gère la chaîne d'approvisionnement sécurisée de 3 des 5 plus grandes maisons de mode de luxe au monde. J'ai passé des heures dans des entrepôts à température contrôlée à inspecter des expéditions de biens en cuir authentique. Je connais l'odeur du cuir Togo authentique. Je sais que les coutures d'un vrai Birkin sont faites à la main, légèrement inclinées et imparfaitement parfaites. J'ai regardé le sac posé sur la table. Les coutures étaient droites comme des piquets, faites à la machine. La quincaillerie dorée était d'une nuance trop jaune. C'était une très bonne fausse, probablement une super fausse qui coûtait quelques centaines de dollars. Mais pour un homme qui déplace des millions de dollars de la vraie chose, cela criait contrefaçon. J'ai pris une gorgée d'eau et je me suis appuyé contre le mur, décidant de garder ma bouche fermée. Il n'y avait aucun intérêt à gâcher le moment de Trey. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Britney a donné son manteau à Trey, puis a tourné son regard vers moi. Ses yeux ont balayé ma chemise en flanelle, mon jean délavé et mes bottes de travail. Son nez s'est légèrement plissé comme si elle avait détecté une mauvaise odeur. Elle a regardé Trey, puis de nouveau moi. Son expression était de pure confusion. « Babe, tu ne m'as pas dit que le personnel était encore là », a-t-elle dit assez fort pour que toute la pièce l'entende. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère s'est figée avec un plateau d'amuse-gueule dans la main. Mon père a regardé le sol. Mais Trey ne l'a pas corrigé immédiatement. Il a laissé l'insulte planer dans l'air un peu trop longtemps, savourant la dynamique de pouvoir avant qu'il ne rit finalement. « Ce n'est pas le personnel, Britney », a dit Trey en s'approchant pour mettre son bras autour de sa taille. « C'est mon frère Isaiah. » La main de Britney s'est portée à sa bouche dans un geste de fausse surprise. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. J'ai juste supposé à cause de la tenue. » Elle a fait un geste vague vers mes vêtements. J'ai baissé les yeux sur mes bottes. Elles étaient propres, mais elles étaient clairement faites pour travailler, pas pour être montrées. « Ça va », ai-je dit en gardant la voix égale. Je viens de terminer un long quart de travail. Britney a incliné la tête. Un quart de travail? Oh, tu travailles dans la livraison? Comme Amazon ou UPS? C'est si noble. Mes colis sont toujours en retard, alors je sais à quel point vous devez être occupé. Avant que je puisse la corriger, Trey est intervenu. Il s'est approché du minibar et s'est versé un verre de whisky.
Ses mouvements étaient exagérés et théâtraux. Non, chérie. Isaiah ne conduit pas pour Amazon, a dit Trey en affichant un sourire plein de dents. Ce serait trop sophistiqué. Isaiah conduit un camion frigorifique. Tu sais, le stockage à froid. Il transporte des poulets congelés et des bâtonnets de poisson à travers le pays. La pièce a éclaté de rire. Ce n'était pas un rire familial chaleureux. C'était un son cruel et aigu. Mon père a gloussé en secouant la tête comme si ma carrière était un échec personnel de son éducation. Ma mère a souri étroitement, essayant de masquer la gêne, mais visiblement amusée. Britney a gloussé en se couvrant la bouche. Oh, waouh. Donc ça explique l'odeur. Je me demandais pourquoi ça sentait le marché aux poissons ici. Trey a éclaté de rire, se frappant le genou. Exactement. Je lui dis tout le temps de se doucher 2 fois avant de venir chez moi. Tu ne veux pas que cette odeur de marée basse s'incruste dans le tissu d'ameublement des meubles. Je suis resté là, immobile. J'étais le PDG d'une entreprise qui coordonnait actuellement le transport de vaccins vitaux vers 3 continents différents. Je venais de passer 3 jours dans une zone sinistrée pour m'assurer que les familles avaient de l'eau potable. Et me voici moqué par une femme portant un sac à main faux et un frère qui était noyé dans les dettes. L'ironie était si épaisse que je pouvais presque la goûter. En fait, j'ai commencé à dire que je me spécialisais dans la logistique pharmaceutique et la gestion de la chaîne du froid. Mon père m'a coupé avec un geste vif de la main. Ça suffit, Isaiah. N'ennuie pas la pauvre fille avec les détails de tes itinéraires de camion. Personne ne veut t'entendre parler d'embouteillage et de postes de pesage le jour de la fête de l'Action de grâce. Allons à table. La nourriture devient froide. Nous nous sommes dirigés vers la salle à manger. La table était dressée avec de la vaisselle fine et des verres en cristal que je savais que Trey avait loués pour l'occasion. Ma mère s'est affairée à disposer les noms en s'assurant que Britney et Trey s'asseyaient en tête de table pendant que j'étais placé à l'extrémité, près de la porte de la cuisine. Alors que nous nous installions, Trey a tapoté sa cuillère contre son verre de vin. Le pin aigu a fait taire la table. Il s'est levé, boutonnant sa veste de costume et regardant autour de lui avec un sourire suffisant. « J'ai une petite annonce à faire avant de manger », a dit Trey. Ma mère a joint ses mains. « Oh, Trey, est-ce que c'est ce que je pense ?» Trey a hoché la tête. « Comme vous le savez tous, je travaille comme directeur des ventes chez Medtech Solutions depuis 2 ans maintenant. Ça a été une lutte, mais tout ce travail acharné va bientôt payer. Lundi matin, je rencontre l'équipe d'acquisition d'un partenaire logistique majeur. Si je conclus cette transaction, je suis garanti d'une promotion au poste de vice-président des ventes mondiales. » Mon père a claqué sa main sur la table, rayonnant de fierté. « C'est mon garçon. Vice-président. Voilà un titre. Voilà du respect. » Britney a regardé Trey avec adoration dans les yeux. « Tu es incroyable, chérie. Qui est le partenaire ?» Trey a fait une pause dramatique, laissant le suspense s'installer. Il m'a regardé droit dans les yeux, le regard plein de condescendance comme s'il allait parler une langue que je ne pouvais pas comprendre. « C'est une entreprise appelée GL, a dit Trey. Nexus Global Logistique. Ils sont les plus gros acteurs du marché actuellement. Ils sont comme l'Amazon du monde de la chaîne d'approvisionnement. Personne ne sait qui est le PDG. C'est censé être un fantôme, une figure mystérieuse qui ne montre jamais son visage. Il l'appelle le requin parce qu'il dévore la concurrence. » Je me suis figé. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Nexus Global Logistique. Mon entreprise. Trey essayait de conclure un accord avec mon entreprise. J'ai lentement abaissé ma fourchette. Je me souvenais d'avoir vu un mémo sur mon bureau la semaine dernière concernant un contrat potentiel avec un fournisseur pharmaceutique de taille moyenne appelé Medtech. Ma vice-présidente Sarah l'avait signalé. Elle avait dit que le directeur des ventes de Medtech était arrogant, pressant et avait été impoli avec notre personnel administratif. Elle avait recommandé de passer. Je n'avais pas regardé le nom du directeur des ventes. J'avais fait confiance à son jugement et je lui avais dit de mettre ça en attente. Ce directeur des ventes était mon frère. Trey a continué, complètement inconscient du fait que le fantôme dont il parlait était assis à 10 pieds de lui, mangeant de la sauce au canneberge. Ce deal vaut 50 millions de dollars sur 5 ans, a vanté Trey en versant plus de vin à Britney. J'ai travaillé avec leur équipe d'approvisionnement pendant des mois.
Ils jouaient les difficiles, mais je les ai charmés. J'ai une réunion avec leur directeur régional lundi pour signer les documents finaux. Une fois que cette encre sera sec, j'aurai une prime de 6 chiffres et une voiture de société. Ma mère a essuyé une larme de son œil. Je suis si fier de toi, Trey. Tu as toujours été le plus ambitieux. Tu te fixes un but et tu l'atteins. Pas comme certaines personnes qui se contentent de tourner en rond. Elle n'a pas dit mon nom, mais l'implication pendait lourdement dans l'air. Britney a serré le bras de Trey. Nexus Global Logistique. Ça a l'air tellement important. As-tu peur de rencontrer ce type requin? Trey a ricané. S'il te plaît. Le PDG ne rencontre pas les directeurs des ventes. Il est probablement sur un yacht quelque part en Méditerranée. Je traite avec ses sous-fifres et honnêtement, je les ai dans ma poche. Je leur ai dit que s'ils ne signent pas avec nous d'ici lundi, nous allons nous tourner vers leurs concurrents. J'ai bluffé et ils ont plié. C'est comme ça qu'on fait des affaires. On montre sa force. J'ai pris une gorgée d'eau pour cacher le sourire qui menaçait de se former sur mes lèvres. Il avait bluffé. Il avait menacé mon équipe. Sarah devait rire en lisant ses emails. Pas étonnant qu'elle ait signalé le compte. Mon frère n'était pas seulement arrogant. Il était incompétent. Il essayait d'intimider une entreprise dont la capitalisation boursière était supérieure au PIB de certains petits pays. J'ai décidé de tester les eaux. NGL est une entreprise sérieuse, très, ai-je dit calmement. Ils sont connus pour avoir un code de conduite très strict. Es-tu sûr de vouloir les pousser? J'ai entendu dire que leur PDG est très particulier sur qui il fait affaire. Trey a levé les yeux et a poussé un long grognement. Et voilà. Le camionneur donne des conseils commerciaux. Tiens-toi à vérifier la pression de tes pneus, Isaiah. Tu ne comprends pas comment fonctionnent les négociations d'entreprise. C'est un jeu du poulet et j'ai gagné. Brittany a ri, un son aigu qui m'a irrité les nerfs. Oui, Isaiah. Laisse les discussions commerciales au cadre. Peut-être peux-tu nous raconter une histoire sur je ne sais pas. Une plaque d'immatriculation drôle que tu as vue sur l'autoroute. La table a éclaté de rire à nouveau. J'ai regardé mon père qui riait si fort qu'il était rouge. J'ai regardé ma mère qui rayonnait devant Trey comme s'il avait inventé le remède contre le cancer. Et j'ai regardé Trey qui était assis là comme un roi sur un trône construit de mensonges et de dettes. Il me pensait pathétique. Il me pensait l'échec. Il n'avait aucune idée que le sort de la promotion de Trey, de sa prime, et de toute sa carrière était actuellement dans ma poche, à l'intérieur d'un téléphone portable qui vibrait avec un nouveau message de ma vice-présidente. J'ai sorti mon téléphone sous la table et j'ai regardé l'écran. C'était un texto de Sarah. Patron, le gars de MedTech appelle encore. Il menace de retirer l'offre si nous ne confirmons pas d'ici lundi. Veux-tu que je le lâche? J'ai levé les yeux vers Trey qui portait maintenant un toast à sa future richesse. J'ai regardé le sac Hermès faux sur la table. J'ai regardé les parents qui m'avaient rejeté pendant une décennie. J'ai tapé une réponse sous la table. Ne le lâche pas encore. Garde-le sous le coude. Je veux m'en occuper personnellement. J'ai rangé le téléphone et j'ai pris mon couteau et ma fourchette. Félicitations, Trey, ai-je dit, d'une voix calme et régulière. On dirait que tu as tout compris. J'ai hâte de voir comment se passera lundi pour toi. Trey a levé son verre à moi. Merci, petit frère. Peut-être que quand j'aurai ma prime, je t'achèterai une nouvelle paire de bottes. Tu embarrasses la famille avec ces choses. J'ai juste souri. J'ai pris une bouchée de dinde. Elle était sèche. Mais en mâchant, j'ai réalisé que c'était le repas le plus délicieux que j'ai jamais goûté. Parce que je savais quelque chose qu'il ne savait pas. Je savais que lundi arrivait. Et quand il arriverait, le requin ne serait pas sur un yacht en Méditerranée. Il serait assis en tête de table et il aurait très, très faim. La transition du salon à la salle à manger donnait moins l'impression d'une réunion de famille qu'une procession de royauté et de leur sujet. L'odeur de la dinde rôtie et de la farce à la sauge emplissait l'air, mais elle ne faisait rien pour réchauffer le froid dans ma poitrine. Ma mère, Viola, voltigeait autour de la table, ajustant les cartes de nom qu'elle avait écrites à la main en calligraphie. La table principale était un chef-d'œuvre de luxe loué. Il y avait une nappe de soie dorée, des centres de table imposants de fleurs d'automne, et assez de couverts pour dérouter un diplomate.
6 chaises étaient disposées autour. J'ai fait un rapide comptage. Maman, papa, Trey, Brittany et moi. Cela faisait 5 personnes. Il devrait y avoir assez de place. J'ai marché vers la chaise vide sur le côté gauche de la table, celle la plus éloignée de la tête où mon père était assis. J'ai tendu la main pour la tirer, prêt à m'asseoir et à disparaître en arrière-plan pour la prochaine heure. « Arrête-toi là, Isaiah » a dit ma mère, sa voix tranchante et impérieuse. Je me suis figé, ma main toujours sur le dossier de la chaise en velours. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ? » « Ce siège n'est pas pour toi, a-t-elle dit, s'affairant avec une serviette dans la main. « Ce siège est pour Prince. » J'ai levé un sourcil. « Prince ? Qui est Prince ?» Brittany s'est avancée, tenant un petit caniche blanc qui ressemblait à une boule de coton avec des yeux. « C'est Prince, a-t-elle coude, frottant son nez contre la fourrure du chien. Il a une terrible anxiété de séparation, Isaiah. Si je le mets dans l'autre pièce, il va pleurer tout le temps et gâcher l'ambiance. Il doit s'asseoir juste à côté de maman. J'ai regardé du chien à ma mère, m'attendant à ce qu'elle s'y oppose. Ma mère était une femme qui criait autrefois si nous marchions sur la moquette avec des chaussures. L'idée d'un chien assis à une table de dîner formelle mangeant dans de la porcelaine était quelque chose qui aurait donné une attaque à l'ancienne Viola. Mais c'était la nouvelle Viola, celle qui cherchait désespérément à plaire à la riche petite amie de son fils. Bien sûr qu'il le doit, a dit ma mère, souriant au chien. On ne peut pas laisser le pauvre bébé pleurer. Isaiah, sois gentil et déplace ta place. J'ai regardé autour de la table. Il n'y avait pas d'autre chaise. Le déplacer où, maman ? Ma mère a pointé un doigt manucuré vers le coin de la pièce près de la porte battante qui menait à la cuisine. Il y avait une petite table pliante installée là. Elle vacillait légèrement sur le parquet. Il n'y avait pas de nappe, juste une serviette en papier et une fourchette en plastique. On a manqué de place à la table principale, a-t-elle dit avec légèreté. Et honnêtement, c'est mieux comme ça. Tu auras plus de place pour étirer tes jambes et tu es si près de la cuisine que tu peux aider à apporter le dessert quand nous serons prêts. J'ai regardé la table pliante. C'était la table des enfants. J'avais 33 ans. Je dirigeais une entreprise multinationale. J'avais négocié des contrats avec des responsables gouvernementaux et navigué dans des guerres commerciales. Et j'étais banni à une table pliante dans le coin pour qu'un chien ait un siège d'honneur. Pendant un instant, j'ai ressenti l'envie de renverser la table principale, de briser les verres en cristal, et de crier la vérité jusqu'à ce que leurs oreilles sonnent. Mais je les refoulais. La rage est pour les gens qui n'ont aucun contrôle. J'avais tout le contrôle. Je ne l'avais pas encore exercé. Ça me va, ai-je dit, ma voix dénuée d'émotion. Je me suis dirigé vers le coin et je me suis assis. La chaise était en métal et froide. De ma position, je pouvais voir le dos de ma famille. J'étais dans la pièce, mais je n'en faisais pas partie. Mon père, Otis, s'est levé en tête de table pour découper la dinde. Il a ramassé le couteau électrique et l'a fait vrombir comme une tronçonneuse. Le bruit a traversé la conversation polie. Il a tranché la peau dorée de l'oiseau, la vapeur s'élevant en nuages savoureux. Il a commencé à servir les assiettes. Il a empilé de épaisses tranches de viande blanche sur l'assiette de Trey. Il a donné à Brittany le pilon qu'elle avait demandé. Il a servi ma mère, puis lui-même. Enfin, il a ramassé une assiette avec quelques morceaux secs de viande brune et une louche de purée de pommes de terre grumeleuse. Il s'est dirigé et l'a posée sur ma table pliante sans établir de contact visuel. « Bonne fête de l'Action de grâce », a-t-il murmuré. J'ai ramassé ma fourchette en plastique. J'avais faim. J'ai tendu la main vers le centre de la table où un panier de petits pains chauds était posé juste hors de ma portée. Je me suis levé pour en prendre un. Otis a claqué sa main sur la table, faisant trembler la vaisselle. Brittany a sursauté et Prince a poussé un jappement aigu. « Assieds-toi, Isaiah » a aboyé mon père. Je me suis arrêté à mi-mouvement. Je voulais juste un petit pain, papa. Laisse Trey le prendre d'abord, a dit Otis en me lançant un regard noir. Il a travaillé des heures de stress toute la semaine. Il a besoin de glucides. Tu as conduit un camion. Tu n'as pas besoin d'énergie. Laisse les gens qui gagnent le prestige profiter des fruits de leur travail d'abord. Trey a ri, prenant un petit pain et le beurrant lentement tout en me regardant dans les yeux.
Écoute papa, Isaiah. Il sait comment fonctionne le monde. Les lions mangent en premier. Les charognards mangent les restes. Je me suis rassis. La chaise en plastique me piquait le dos. J'ai regardé Trey mordre dans le petit pain. J'ai regardé Brittany donner un morceau de poitrine de dinde de première qualité au chien. Le chien mangeait mieux que moi. Et Isaiah a continué mon père, revenant à sa place. Quand tu auras fini avec cette assiette, ne te mets pas à l'aise. Le générateur à l'arrière fait un bruit de cliquetis. C'est perturbant. Va là-bas et répare-le. Tu es bon de tes mains, n'est-ce pas? Puisque tu ne peux pas contribuer financièrement à ce foyer, le moins que tu puisses faire est un travail manuel. J'ai baissé les yeux sur mon assiette. La nourriture a légèrement flouté alors qu'un souvenir forçait son chemin à la surface de mon esprit. C'était il y a 5 ans, presque jour pour jour. J'étais assis à la table de la cuisine de mes parents dans leur ancienne maison. Il pleuvait dehors, une pluie froide de novembre qui faisait trembler les fenêtres. J'avais étalé mon plan d'affaires devant eux. C'était un désordre de feuilles de calcul et de diagrammes imprimés à la bibliothèque locale. J'avais expliqué ma vision d'une société de logistique qui utilisait l'analyse prédictive pour optimiser les chaînes d'approvisionnement. J'avais versé mon cœur. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de $1000, juste $1000 pour acheter un serveur d'occasion et enregistrer la LLC. Je me souviens du regard sur le visage de mon père. C'était le même regard qu'il avait maintenant. Déception. Nous n'avons pas d'argent à jeter dans tes fantasmes, Isaiah, avait-il dit, en fermant le dossier et en me le repoussant. Trey a besoin d'argent pour ses études de MBA. C'est un investissement. Te donner de l'argent pour jouer au chauffeur de camion, c'est juste de la charité. Va trouver un vrai travail à l'usine. Ils embauchent. J'étais sorti sous la pluie ce soir-là sans rien. Pas d'argent, pas de soutien, pas de manteau. J'avais pleuré dans ma voiture pendant 1 heure, puis j'avais essuyé mon visage et j'avais prêté un serment. J'ai juré que je ne leur demanderais plus jamais rien. J'ai juré que je construirais quelque chose d'assez grand pour qu'ils ne puissent pas le comprendre. J'ai hypothéqué ma petite maison. J'ai dormi dans ma voiture. J'ai mangé des haricots en conserve pendant 2 ans. Et j'ai construit Nexus Global Logistique à partir de 0. J'ai levé les yeux de mon assiette en plastique dans le coin. J'ai regardé ma mère qui faisait des courbettes à traits. Elle ne savait pas que la maison de retraite où vivait sa mère, ma grand-mère, coûtait $8000 par mois. Elle pensait que l'État payait. Elle ne savait pas que c'était moi qui écrivais ce chèque chaque mois. J'ai payé la chambre privée. J'ai payé la kinésithérapie supplémentaire. J'ai payé le plan de repas premium. Je l'ai fait anonymement. J'ai dit au directeur de la maison de retraite que s'il révélait jamais mon nom, je retirerais le financement. Je l'ai fait parce que grand-mère était la seule à avoir jamais cru en moi. Et je l'ai fait parce que je voulais la satisfaction de savoir que pendant que mes parents se moquaient de moi parce que j'étais pauvre, je portais silencieusement le fardeau financier de la famille sur mon dos. J'ai regardé Trey s'essuyer la graisse du menton avec une serviette en lin. Il avait l'air mou. Il avait l'air faible. C'était un homme qui n'avait jamais connu la faim. C'était un homme qui pensait que le pouvoir venait d'un titre de poste et d'une voiture louée. J'ai ramassé ma fourchette en plastique et j'ai pris une bouchée de la dinde sèche. Elle avait le goût de cendre, mais je l'ai mâchée lentement. Je vais vérifier le générateur, papa. Ai-je dit, ma voix calme. Je serai heureux de vous le réparer. Mon père a hoché la tête, satisfait d'avoir remis à ma place. Bien. Au moins, tu es utile à quelque chose. J'ai mangé en silence, les écoutant parler de vacances auxquelles je n'étais pas invité, et d'investissements qu'ils ne comprenaient pas. Ils pensaient m'avoir banni à la table des enfants. Ils ne réalisaient pas que depuis ce coin, je pouvais voir tout le plateau. Et j'étais sur le point de les mater tous. Le silence qui a suivi le plat principal n'était pas paisible. C'était le silence lourd et plein d'attente d'un public attendant le début du plat principal. Trey s'est essuyé le coin de la bouche avec une serviette en lin et a repoussé sa chaise. Les planches craquaient sous le poids de son ego. Il a fouillé dans la poche intérieure de sa veste de costume et en a sorti une enveloppe dorée chatoyante. Il l'a tenue à la lumière, laissant le lustre se refléter sur le papier métallique. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis un moment, a annoncé Trey, sa voix résonnant d'une fausse modestie.
Je sais combien vous avez tous deux travaillé dur au fil des ans. Maman, tu te plains toujours de ton arthrite et papa, tu n'as pas eu de vraies vacances depuis que j'ai obtenu mon diplôme de lycée. Il a fait glisser l'enveloppe sur la table vers ma mère. Allez-y. Ouvrez-la. Les mains de ma mère tremblaient en la ramassant. Elle a déchiré le seau et en a sorti une brochure glacée. Ses yeux ont parcouru le papier, puis elle a poussé un cri qui ressemblait plus à celui d'une adolescente à un concert qu'à une femme de 60 ans. Oh mon Dieu, Otis, regarde. Ce sont les Bahamas. Mon père a attrapé la brochure, les yeux écarquillés. Un resort tout compris, a-t-il lu à voix haute. 2 semaines. Suite avec vue sur l'océan. Vol en première classe. Trey s'est penché en arrière, croisant les bras sur sa poitrine. Rien que le meilleur pour les gens qui m'ont élevé. J'ai versé la compte hier. Vous partez en janvier, juste après la ruée des fêtes. Ma mère a sauté et s'est précipitée pour serrer Trey dans ses bras, enfouissant son visage dans son cou. Oh, mon garçon en or, tu es une bénédiction. J'ai dit au groupe de l'église la semaine dernière que mon Trey prendrait soin de nous. Cela a dû coûter une fortune. Trey a agité la main avec dédain. C'est un investissement, maman. Tu as investi dans mon éducation, et maintenant je paie des dividendes. C'est ce que font les enfants qui réussissent. Ils subviennent aux besoins. Mon père s'est levé et a serré la main de Trey, lui serrant fermement l'épaule. Je suis fier de toi, mon fils. Fier de toi. Tu es un homme de substance. Tu te fixes des objectifs et tu les atteins. Tu es le pilier de cette famille. De ma table d'angle, j'ai regardé la scène se dérouler avec un mélange de tristesse et d'embarras par procuration. Je savais combien ce voyage coûtait. Je le savais parce que j'étais propriétaire d'une participation dans le conglomérat de voyages qui exploitait cette chaîne de resorts spécifiques. Je savais aussi, d'après l'alerte de crédit que j'avais vue sur le dossier de Trey, qu'il avait financé ce voyage sur une carte de crédit à taux d'intérêt élevé qui était déjà proche de sa limite. Il creusait un trou pour acheter de l'affection, et mes parents lui donnaient l'appel. Puis la pièce est redevenue silencieuse. La célébration s'est calmée et l'énergie a changé. Trey s'est lentement tourné sur sa chaise. Ses yeux se sont fixés sur moi, assis à la table pliante bancale près de la porte de la cuisine. La chaleur a disparu de son visage, remplacée par un rictus froid. « Je ne t'ai pas oublié, Isaiah, » a dit Trey, fouillant à nouveau dans sa poche. Mes parents se sont rassis, observant avec des expressions amusées. Britney a pris une gorgée de vin, ses yeux dansant d'anticipation. Trey a sorti une petite carte en plastique. Il ne me l'a pas tendue. Il l'a lancée. La carte a tournoyé dans l'air, a glissé sur le parquet et s'est immobilisée près de mes bottes boueuses. J'ai baissé les yeux. C'était une carte cadeau. Le logo bleu vif de Walmart me regardait. 50 $, a dit Trey assez fort pour que les voisins l'entendent. Je sais que c'est difficile pour toi en ce moment. J'ai pensé que cela pourrait te servir à acheter une nouvelle chemise ou peut-être du savon. Parce qu'honnêtement, en te regardant assis là dans ces haillons, c'est embarrassant. Tu ressembles à un mendiant, Isaiah. La pièce a éclaté de rire à nouveau. Mon père a frappé la table. Bien joué, Trey. Il ressemble à un mendiant, n'est-ce pas? Peut-être qu'il peut acheter un rasoir et se raser ce visage tant qu'il y est. Ma mère a ajouté. Prends-le, Isaiah. Ne sois pas fier. 50 $ est beaucoup d'argent pour quelqu'un dans ta position. Tu devrais remercier ton frère. J'ai regardé la carte par terre. Puis j'ai regardé Trey. Il souriait, attendant que je me baisse. Il voulait que je m'incline. Il voulait que je rampe par terre pour récupérer ses restes afin qu'il puisse se sentir grand. Lentement, je me suis levé. La chaise en métal a raclé le sol. Je me suis penché et j'ai ramassé la carte. Je l'ai tenue dans ma main, sentant le plastique bon marché. Merci, Trey. Ai-je dit, ma voix basse et dénuée de gratitude. Tu vois, a dit Trey en se tournant vers Britney. Il connaît sa place. Mais je n'avais pas fini. Je me suis dirigé vers la table principale. Mes bottes ont cogné lourdement sur le bois. Je me suis arrêté juste à côté de la chaise de Trey. Je l'ai regardé droit dans les yeux.
J'apprécie le geste, ai-je dit. Mais je pense que tu devrais la garder. J'ai tenu la carte à 2 mains. D'un claquement sec, je l'ai cassée en 2. Le son était comme un coup de pistolet dans la pièce silencieuse. J'ai laissé tomber les 2 morceaux sur son assiette vide. Pourquoi la voudrais-je? A demandé Trey, son sourire vacillant. Parce que, ai-je dit, en me rapprochant. J'entends des choses dans l'industrie, Trey. Le mot dans la rue est que MedTech ne respecte pas ses objectifs trimestriels. Il y a des rumeurs de licenciements massifs la semaine prochaine. Si ce deal NGL ne se conclut pas lundi, tu pourrais avoir besoin de ces $50 plus que moi. La couleur a disparu du visage de Trey. C'était instantané. La rougeur arrogante du vin et de la victoire a été remplacée par un blanc pâle et maladif. Il savait que MedTech avait des difficultés. C'était un secret qu'il avait gardé de tout le monde, y compris de lui-même, mais entendre moi le dire à voix haute a brisé son illusion. « Comment oses-tu » a-t-il murmuré. Mon père s'est levé, son visage devenant violet de rage. « Espèce d'ingrat. Ton frère te donne un cadeau et tu le jettes à la figure. Tu es jaloux. C'est ce que c'est. Tu es jaloux parce qu'il nous emmène aux Bahamas, et tu ne peux même pas nous offrir un dîner. » J'ai regardé mon père. J'aurais pu lui dire tout de suite que j'avais déjà mis en place une fiducie pour sa retraite. J'aurais pu lui dire que j'avais remboursé son hypothèque il y a 2 ans par le biais d'une société écran pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter des paiements. Mais j'ai réalisé à ce moment-là qu'il ne voulait pas de mon aide. Il voulait ma soumission. Je ne suis pas jaloux, papa, ai-je dit. Je suis juste réaliste. Trey s'est levé si vite que sa chaise s'est renversée en arrière. Ses poings étaient serrés. Les veines de son cou étaient gonflées. Il ressemblait à un animal acculé qui attaque par peur. « Tu crois tout savoir, n'est-ce pas » a crié Trey en s'approchant de mon espace personnel. « Tu es un raté, Isaiah. Tu es un personne sans importance qui conduit un camion. Je suis un directeur. Je gagne plus en un mois que tu ne gagnes en un an. Dégage de mon chemin avant que je ne te fasse tomber. » Il a levé son poing, le ramenant en arrière pour me frapper. Ma mère a crié. Mon père n'a pas bougé. Je n'ai pas bronché. Je suis resté ferme, attendant. J'avais été dans des combats sur les quais qui auraient fait mouiller pantalon à Trey. Je n'avais pas peur d'un directeur des ventes en costume en mélange de polyester, mais le coup de poing n'est jamais venu. Non, Trey, arrête. A crié Britney. Elle a sauté et a attrapé son bras, le tirant en arrière. Pas parce qu'elle se souciait de moi, pas parce qu'elle voulait la paix. Tu vas avoir du sang sur ma robe, a-t-elle crié, pointant sa tenue blanche en cachemire. Elle nécessite un nettoyage à sec, Trey. Si tu le frappes, il pourrait saigner sur moi. Trey s'est figé, sa poitrine haletante. Il a regardé Britney, puis moi. Il a lentement baissé la main, ajustant sa veste. Tu as de la chance, a craché Trey. Tu as de la chance qu'elle soit là. J'ai regardé la carte cadeau cassée sur son assiette. J'ai regardé les parents qui avaient applaudi mon humiliation, et j'ai regardé le frère qui avait juste essayé de m'agresser. Ce n'est pas moi qui ai besoin de chance, Trey, ai-je dit calmement. Tu as jusqu'à lundi. Profite de ton week-end. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Le silence dans la pièce était assourdissant. Ils étaient confus. Ils étaient en colère. Mais pour la première fois de la soirée, ils avaient aussi peur. Parce qu'au fond de leur estomac, ils ont réalisé que le mendiant en chemise en flanelle savait quelque chose qu'ils ne savaient pas. Et cela les terrifiait plus que tout. Le silence dans la salle à manger était assez épais pour étouffer. Les 2 moitiés de la carte cadeau Walmart reposaient sur l'assiette vide de Trey comme une pierre tombale pour son ego. Mon père, Otis, me fixait avec une veine qui battait dans sa tempe, son visage un masque de rage violette. Pendant que ma mère, Viola, regardait entre ses 2 fils, incertaine s'il fallait crier ou pleurer. Britney attrapait frénétiquement une tache inexistante sur sa robe, essayant de se distancier de la violence qui flottait dans l'air. Pendant un moment, j'ai pensé que mon père allait me jeter dehors sur le champ. Je pouvais le voir rassembler son souffle pour me bannir de la maison qu'il ne possédait pas. Mais avant qu'il ne puisse parler, un son a traversé l'attention. C'était la sonnerie d'un téléphone portable. Pas une sonnerie standard,
mais les premières mesures d'une chanson de rap sur l'argent et l'écrasement des ennemis. Ça venait de la poche de Trey. Trey a sursauté, brisant le regard qu'il m'avait lancé. Il a fouillé dans sa veste et a sorti son téléphone. Il a regardé l'écran et toute son attitude a changé instantanément. La colère a disparu, remplacée par un air de satisfaction pure et sans mélange. Il a levé le téléphone pour que nous puissions tous voir l'écran. C'est Richard Sterling, a annoncé Trey, sa voix tombant dans un murmure révérencieux. Le PDG de Medtech. Il m'appelle le jour de la fête de l'Action de grâce. Ma mère a halté, joignant ses mains. Un jour férié? Oh, Trey, cela signifie que tu es pratiquement de la famille pour lui. Il doit t'appeler pour confirmer la promotion tôt. Mon père s'est rassied, sa colère oubliée, remplacée par la fierté. Réponds, mon fils. Ne fais pas attendre l'homme. C'est ça le succès, Isaiah. Prends des notes. Trey s'est éclairci la gorge, ajustant sa cravate comme si la personne à l'autre bout pouvait le voir. Il m'a regardé avec un sourire qui disait « J'ai gagné ». Puis il a fait exactement ce que j'espérais qu'il ferait. Il a tapoté l'icône verte, puis il a tapoté le bouton haut-parleur. Il a posé le téléphone au centre de la table, juste à côté du bateau à sauce en cristal. Richard, a dit Trey, sa voix débordant de confiance. Bonne fête de l'Action de grâce, monsieur. À quoi dois-je le plaisir de cet appel? Je suis assis ici avec ma famille, juste en leur parlant des grandes nouvelles pour lundi. Nous nous sommes tous penchés. Mes parents rayonnaient, s'attendant à entendre des éloges. Britney souriait, pensant au chèque bonus qui lui achèterait un vrai sac à main. Je me suis penché aussi, mais pour une raison différente. J'ai pris une gorgée d'eau pour cacher le sourire qui jouait sur mes lèvres. La voix qui est sortie du haut-parleur n'était pas joyeuse. Elle n'était pas festive. C'était un rugissement de pure fureur sans mélange qui a secoué la vaisselle. La ferme, Jackson, a crié Richard Sterling. Le volume était si fort que Prince le caniche a sauté de sa chaise et s'est faufilé sous la table. Le sourire de Trey s'est figé. Excusez-moi, monsieur. Je ne comprends pas. Tu es un imbécile, Jackson, a crié Sterling, sa voix craquant de stress. Je viens de raccrocher avec le bureau exécutif de Nexus Global Logistique. Tu sais qui m'a appelé? Leur vice-président des opérations. Le jour de la fête de l'Action de grâce, Trey. Ils m'ont appelé un jour férié, pas pour me souhaiter du bien, mais pour me dire que le contrat de 50 millions de dollars est suspendu indéfiniment. La couleur a disparu du visage de Trey si vite qu'on aurait dit un tour de magie. Il est passé de rouge de vin à blanc fantomatique en un clin d'œil. Il a serré le bord de la table, ses jointures devenant blanches. Suspendu, a bégayé Trey. Mais, monsieur, c'est impossible. J'ai parlé à leur responsable des achats la semaine dernière. Je lui ai dit qu'il nous fallait une réponse pour lundi. J'ai utilisé la stratégie de levier dont nous avons discuté. Tu as utilisé le levier? Sterling a ri, un son dur et aboyant. Idiot arrogant. Tu n'utilises pas le levier contre une entreprise comme NGL. Ils sont le levier. Le vice-président m'a dit que leur PDG, l'homme qu'ils appellent le requin, a personnellement signalé notre dossier. Elle a dit qu'il y avait des préoccupations concernant l'attitude et la compétence de notre négociateur en chef. C'est toi, Trey. Il te considère comme un passif. Ma mère a poussé un petit gémissement, se pressant la main sur la bouche. Mon père avait l'air confus, sa bouche pendante alors qu'il fixait le téléphone comme s'il l'avait trahi. Mais, monsieur, appelait des traits, des gouttes de sueur apparaissant sur son front. Je peux arranger ça. Ce n'est qu'une tactique de négociation. Ils nous testent. Je les appellerai lundi matin et... Tu n'appelleras personne, l'a interrompu Sterling. Si tu décroches le téléphone et que tu appelles NGL, je ferai en sorte que la sécurité te jette dehors avant que tu ne puisses composer l'indicatif régional. Écoute-moi bien, Jackson. Ce contrat est la seule chose qui maintient Medtech à flot ce trimestre. Si nous perdons ce contrat, nous ne respecterons pas notre objectif de revenu. Si nous ne respectons pas notre objectif, le conseil d'administration me licenciera. Et si le conseil m'avertit, je t'emmènerai avec moi. La pièce était d'un silence de mort. Le seul son était la respiration lourde de mon père et le bourdonnement du réfrigérateur.
Tu as jusqu'à lundi 9 h pour trouver comment sauver ça. A sifflé Sterling. Je m'en fiche de ce que tu as à faire. Supplie, implore, rampe à genoux. Mais si ce contrat n'est pas signé avant midi lundi, ne t'embête pas à venir au bureau. Tu es viré. Et Jackson, si je tombe, je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans cette industrie. M'entends-tu? Oui, monsieur, a murmuré Trey, sa voix à peine audible. Je t'entends. La ligne s'est coupée. Le silence qui a suivi était lourd et suffocant. C'était le silence d'une bombe qui venait d'exploser, laissant tout le monde abasourdi dans l'épave. Trey a fixé l'écran noir de son téléphone. Ses mains tremblaient violemment. Il a levé les yeux, et pour la première fois de la nuit, il n'avait pas l'air de l'enfant en or. Il avait l'air d'un petit garçon effrayé. Il plaisante, n'est-ce pas, a demandé Britney, sa voix stridente dans le silence. Dis-moi qu'il plaisante, Trey. Tu as dit que la prime était garantie. J'ai versé un acompte pour le lieu de ma fête d'anniversaire. Trey n'a pas répondu. Il a attrapé son verre de vin, mais sa main tremblait tellement qu'il l'a renversé. Du vin rouge s'est répandu sur la nappe blanche immaculée, s'étalant comme une tache de sang vers l'assiette de sa mère. Personne n'a bougé pour nettoyer. Mon père s'est éclairci la gorge. Ce n'est qu'un malentendu, mon fils. Tu as dit que tu les avais charmés. Tu es le meilleur directeur des ventes qu'ils aient jamais eu. Ce personnage de requin veut probablement un meilleur tarif. Tu peux gérer ça. Trey a regardé notre père, et j'ai vu une vraie terreur dans ses yeux. Ce n'était pas seulement la peur de perdre un emploi. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de plus sombre. Tu ne comprends pas, papa, a murmuré Trey. J'ai besoin de cette prime. J'en ai besoin maintenant. Pourquoi en as-tu besoin maintenant, ai-je demandé, prenant la parole depuis ma table d'angle. Ma voix était calme, traversant la panique. Tu as un salaire, Trey. Tu as des économies, n'est-ce pas? Tu es celui qui réussit. Perdre une prime fait mal, mais ce ne devrait pas être une catastrophe à moins que tu ne vives au-delà de tes moyens. La tête de Trey s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient écarquillés et maniaques. Tais-toi, Isaiah. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je me suis penché en arrière sur ma chaise en métal, croisant les bras. Je savais exactement de quoi je parlais. Mon enquêteur privé, Marcus, m'avait envoyé le dossier financier complet de Trey il y a 2 jours. Je savais l'addiction au poker en ligne. Je savais les 80 000 $ de dettes de carte de crédit. Et je savais les usuriers. Trey avait emprunté 50 000 $ à des gens très dangereux pour couvrir ses pertes sur un investissement crypto raté plus tôt cette année. Le prêt arrivait à échéance mardi. La prime du deal NGL n'était pas seulement pour une voiture de luxe. C'était pour lui garder ses rotules intactes. Sans ce contrat, il était un homme mort qui marchait. Trey s'est levé brusquement, repoussant sa chaise. « J'ai besoin d'air » a-t-il dit, haletant. Il a trébuché vers la porte arrière, tâtonnant avec le loquet. Il est pratiquement tombé dehors sur le patio dans l'air froid de la nuit. Ma mère s'est levée pour le suivre, mais mon père l'a arrêté. « Laisse-le, Viola. Il a besoin de réfléchir. Il est sous beaucoup de pression. Il joue dans la cour des grands maintenant. Ce n'est qu'une partie du jeu. » Britney a regardé le vin renversé sur la table, puis moi. Son expression était de dégoût, comme si j'avais causé l'appel téléphonique par la pensée. « C'est ta faute » a-t-elle craché. « Tu as apporté une mauvaise énergie dans cette maison. Depuis que tu es entré avec ces bottes boueuses, tout a mal tourné. » Je l'ai regardé et j'ai ri. Un rire bas et sec. « Mes bottes n'ont pas suspendu son contrat, Britney, ai-je dit. Son arrogance l'a fait. » Je me suis levé et je me suis dirigé vers la table principale. J'ai ramassé la carafe d'eau et je me suis versé un nouveau verre. Mes parents me regardaient comme si j'étais un étranger. Ils étaient terrifiés. Leur plan de retraite, leur ticket d'or pour les Bahamas, se désintégrait sous leurs yeux. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai regardé par la porte coulissante en verre. Je pouvais voir Trey faire les 100 pas dehors, tenant sa tête dans ses mains. Il s'arrachait les cheveux en marmonnant pour lui-même. Il essayait de trouver comment résoudre un problème insoluble parce qu'il ne savait même pas contre qui il se battait. Il pensait qu'il se battait contre une bureaucratie d'entreprise.
Il pensait qu'il se battait contre la malchance. Il n'avait aucune idée que l'homme qui tenait le stylo, l'homme qui venait de détruire son monde par un seul message texte à un vice-président, se tenait à 10 pieds de lui, portant une chemise en flanelle et le regardant avec des yeux froids et indifférents. Mon téléphone a vibré dans ma poche à nouveau. Je l'ai sorti. C'était Sarah. Mise à jour, le PDG de Medtech vient de rappeler. Il supplie d'avoir une réunion lundi. Il dit qu'il licenciera immédiatement le directeur des ventes si cela peut t'aider. Quelle est ta prochaine étape, patron? J'ai regardé Trey dehors, grelottant dans son costume. J'ai regardé mon père qui fixait la tache de vin sur la nappe, l'air vieux et vaincu. J'ai tapé une réponse. Dites-lui que la réunion est maintenue, mais que je veux le directeur des ventes présent. Je veux qu'il me regarde dans les yeux quand je signerai les documents ou quand je les déchirerai. J'ai remis le téléphone dans ma poche. L'apéritif était terminé. Le plat principal avait été servi, mais le dessert allait être la partie la plus douce de toutes. Je me suis rassis à ma table pliante et j'ai ramassé ma fourchette en plastique. Passez les pommes de terre, s'il vous plaît, ai-je dit dans le silence. J'ai soudainement très faim. La porte coulissante en verre a vibré alors que Trey revenait en trébuchant dans la salle à manger. L'air froid de la nuit s'accrochait à son costume et son visage était un masque de pure panique. L'arrogance qu'il avait définie pendant les 3 dernières heures s'était évaporée, ne laissant qu'un enfant tremblant qui avait l'air d'être sur le point de vomir. Ma mère, Viola, s'est immédiatement précipitée. Elle s'est précipitée, évitant la flaque de vin renversée et a enroulé ses bras autour de ses épaules. Oh, mon pauvre bébé, a-t-elle coude, le ramenant à sa chaise comme s'il était un soldat blessé revenant de la guerre. Assieds-toi, Trey. Respire. Tout va aller bien. Maman est là. Trey s'est effondré sur la chaise, la tête dans les mains. Je suis mort, maman. A-t-il murmuré, sa voix tremblante. 50 millions de dollars. Si je perds ce contrat, Sterling va me blacklister. Je vais perdre la prime. Je vais perdre la voiture. Je vais tout perdre. Mon père, Otis, se tenait au-dessus de lui, son visage marqué par une ligne de déni sombre. Il refusait d'accepter ce que nous venions d'entendre. Dans son esprit, Trey était l'enfant en or. Et les enfants en or n'échouaient pas. Le monde devait avoir tort. Le système devait être cassé, mais son fils ne pouvait pas être en faute. Maintenant, tu m'écoutes, mon fils, a dit Otis, sa voix résonnant d'une confiance forcée. Ce n'est qu'un malentendu. Les entreprises font des erreurs tout le temps. Quelqu'un a probablement déposé les mauvais documents ou entré le mauvais code dans l'ordinateur. Il n'y a aucun moyen qu'il suspende un contrat à cause de l'attitude. Tu es le meilleur directeur des ventes que Medtech ait jamais vu. Tu es charmant. Tu es persuasif. Tu es un gagnant. Trey a levé les yeux rougis et désespérés. Mais Sterling a dit que le PDG l'avait signalé personnellement, papa. Il a dit, le requin me considère comme un passif. Otis a agité la main avec dédain. Ce personnage de requin ne te connaît probablement même pas. Il écoute un gestionnaire jaloux qui veut te saboter. Tu les appelles lundi matin et tu exiges une réunion. Tu entres là-bas et tu leur montres qui est Trey Jackson. Tu exiges le respect. Je me suis assis à mon coin à la table pliante en regardant cette illusion se dérouler. C'était fascinant d'une manière tragique. Mon père conseillait à Trey de faire exactement ce qu'il avait mis dans ce pétrin. Il lui disait de doubler l'arrogance. Il lui disait d'exiger le respect au lieu de le mériter. Il n'avait toujours pas compris. Il pensait que les affaires étaient une question de fanfaronnade et d'intimidation. Il ne comprenait pas qu'au niveau où j'opérais, les affaires étaient une question de relation et d'intégrité. Je me suis éclairci la gorge. Le son était doux, mais dans la pièce hystérique, il a traversé le bruit. En fait, papa, ai-je dit en gardant ma voix neutre, je ne pense pas qu'exiger quoi que ce soit la bonne démarche ici. 3 têtes ont tourné vers moi. L'air de dédain sur leur visage était identique. C'était comme si le mobilier avait commencé à parler. Je me suis légèrement penché en avant, posant mes coudes sur la table pliante fragile. NGL est une société de logistique, ai-je continué. Je connais un peu ce secteur. Les entreprises comme celle-là fonctionnent avec précision et confiance. S'ils ont signalé le contrat à cause de l'attitude.
Cela signifie qu'ils se sont sentis irrespectés. Ils ne se soucient pas de la qualité de votre produit si la personne qui le vend ne leur plaît pas. Trey a plissé les yeux. De quoi parles-tu, Isaiah? Je dis qu'il y a peut-être eu un moment où tu as trop forcé, ai-je dit. Peut-être as-tu maltraité une réceptionniste. Peut-être étais-tu en retard à une réunion. Peut-être as-tu fait une blague qui n'a pas plu. NGL a une culture d'entreprise très spécifique. Il valorise l'humilité. Peut-être devrais-tu réfléchir à la façon dont tu traites les gens que tu considères inférieurs à toi, comme le personnel d'attente ou les chauffeurs. J'ai laissé les mots planer dans l'air. Je lui donnai une bouée de sauvetage. Je lui donnai la clé de réponse de l'examen. S'il avait juste marqué une pause et réfléchi, il aurait pu réaliser que son comportement envers moi toute la nuit était exactement le genre de comportement qui le ferait virer. Mais la réflexion personnelle est une compétence que Trey n'avait jamais apprise. Britney a claqué son verre de vin sur la table. Le son a fait aboyer le caniche prince sous la table. Elle a tourné son corps complètement vers moi, ses yeux brillants de venin. « Oh mon Dieu, tu es sérieux là » a-t-elle crié. « Tu essaies vraiment de donner des conseils commerciaux à un directeur ?» Elle a regardé Trey, puis de nouveau moi en riant incroyablement. « C'est riche. Le type qui conduit un camion de surgelés donne des leçons sur la culture d'entreprise. Sais-tu même ce qu'est un contrat, Isaiah? As-tu déjà signé autre chose qu'un bon de livraison pour une boîte de bâtonnets de poisson? » J'ai tenu son regard calmement. J'ai signé quelque chose, ai-je dit simplement. Britney a roulé des yeux si fort que j'ai cru qu'ils allaient se coincer. Tu conduis un camion, a-t-elle craché. Tu déplaces des boîtes d'un point A à un point B. Tu es de la main-d'œuvre manuelle. Trey s'occupe de la stratégie. Il gère des millions de dollars. Il gère des cadres. Tu gères des quais et des hommes qui transpirent. Alors s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, tais-toi et laisse les adultes s'en occuper. Mon père a hoché la tête en signe d'accord. Elle a raison, Isaiah. Tu es hors de ta profondeur. Tu ne comprends pas les négociations à enjeux élevés. Tiens-toi à ce que tu connais. Va vérifier ce générateur comme je te l'ai demandé. Tu ne fais qu'ajouter du bruit à une crise. Trey a poussé un long soupir, se frottant les tempes. Il est juste jaloux, papa. Il me voit lutter et il veut me frapper pendant que je suis à terre. Il veut que j'échoue pour ne pas se sentir si mal pour sa propre vie médiocre. Je les ai regardés. J'ai regardé les trois unis dans leur ignorance. Ils se noyaient et je venais de leur lancer une bouée de sauvetage, mais ils étaient trop occupés à se moquer du matériau de la corde pour l'attraper. Bien, ai-je dit en me penchant en arrière sur ma chaise en métal. Fais-le à ta manière. Exige le respect. Vois jusqu'où ça te mènera avec le requin. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré dans ma poche à nouveau. C'était une vibration longue et soutenue indiquant un message de haute priorité. Je l'ai sorti de ma poche en le gardant sous la ligne de la table. L'écran s'est allumé avec un texto de Sarah. Patron, Richard Sterling panique. Il a appelé le standard principal 6 fois ces 10 dernières minutes. Il supplie d'avoir une réunion avec vous lundi matin. Il dit qu'il volera n'importe où. Il dit qu'il fera n'importe quoi pour sauver le contrat. Il a l'air désespéré. Comment veux-tu procéder? J'ai regardé Trey. Il était maintenant recroquevillé avec mes parents, écoutant mon père rédiger un script pour ce qu'il devait dire lundi. Ils complotaient une guerre qu'ils avaient déjà perdue. J'ai regardé le message texte à nouveau. Je pourrais y mettre fin tout de suite. Je pourrais texter Sarah pour annuler le contrat de façon permanente. Je pourrais lui dire que Sterling est une fraude. Je pourrais détruire la carrière de Trey avant même que la tarte à la citrouille ne soit servie. Mais c'était trop facile. C'était trop rapide. Je voulais qu'ils transpirent. Je voulais qu'ils entrent à la réunion lundi matin en pensant qu'ils avaient encore une chance. Je voulais que Trey mette son meilleur costume et son sourire le plus arrogant et entre dans mon bureau pour réaliser que l'homme assis derrière le bureau était le frère qu'il avait appelé un mendiant. J'ai tapé ma réponse à Sarah lentement, savourant chaque frappe. Laissez-le attendre. Dites-lui que je le verrai à 9 h lundi. Mais dites-lui d'amener toute l'équipe de vente, surtout le directeur. Et Sarah, assurez-vous que l'équipe de sécurité sache qu'elle peut laisser une Mercedes argentée se garer dans le parking VIP. Je veux qu'il se sente spécial avant la chute. J'ai appuyé sur envoyer.
J'ai remis le téléphone dans ma poche et j'ai pris ma fourchette en plastique. La tension dans la pièce était toujours élevée, mais pour moi, la soirée s'était transformée. Ce n'était plus un dîner de famille où j'étais l'exclu. C'était un jeu d'attente. J'ai regardé Britney, qui chuchotait quelque chose à l'oreille de Trey, lui caressant le bras. Elle misait sur le mauvais cheval. Elle pensait sortir avec un vice-président. Lundi après-midi, elle sortirait avec un homme au chômage avec une montagne de dettes. Je me demandais si elle resterait quand la Mercedes louée serait saisie. J'ai regardé son sac Hermès faux et j'ai décidé que la réponse était non. Passe la sauce au canneberge, ai-je dit, brisant le silence. Ils m'ont ignoré. Mais ce n'était pas grave. J'étais habitué à être ignoré. Il est incroyable ce que vous pouvez accomplir quand personne ne vous regarde. L'atmosphère dans la salle à manger était passée de la célébration à un veille de funérailles. Trey regardait son reflet dans le vin renversé, son visage un masque de défaite, tandis que mes parents murmuraient férocement entre eux, essayant d'élaborer un plan pour sauver la face. Mais Britney n'était pas habituée à perdre. C'était une femme qui avait traversé la vie sur les basques de la carte de crédit de son père. Et elle croyait qu'aucun problème ne pouvait être résolu en connaissant les bonnes personnes. Elle a regardé les épaules voûtées de Trey et a roulé des yeux, poussant un long soupir exaspéré qui a exigé l'attention de tous. « Mon Dieu, Trey, arrête de bouder », a-t-elle dit, claquant des doigts devant son visage. « Tu agis comme si c'était la fin du monde. C'est juste un différend contractuel. Tu montes une montagne d'une taupinière. » Trey a levé les yeux vers elle, ses yeux creux. « Tu ne comprends pas, Britney. » Sterling était sérieux. « Si je ne règle pas ça d'ici lundi, je suis fini. » Britney a ri, et s'est éteint son aigu et tintant qui m'a irrité les nerfs. « Sterling n'est qu'un cadre intermédiaire en costume bon marché, a-t-elle dit avec dédain. Il a peur. Mais tu sais qui n'a pas peur? Mon père. Ma mère s'est instantanément redressée. Monsieur Henderson. Oh, Britney, tu penses que ton père pourrait t'aider? J'entends dire qu'il est très connecté dans le monde des affaires. Britney s'est pavanée, lissant ses cheveux. Connecté est un euphémisme, Viola. Mon papa possède Henderson au large. Il a une flotte de 50 camions. Il connaît tout le monde dans le milieu de la logistique d'Atlanta. Il joue au golf avec des sénateurs. Il déjeune avec des présidents de banque. Si quelqu'un peut joindre cette société Nexus Global Logistique, c'est lui. Elle a fouillé dans son faux sac Hermès et a sorti son téléphone. Ses ongles ont cliqué sur l'écran pendant qu'elle composait. J'ai regardé depuis ma table d'angle, prenant une lente gorgée de thé tiède. Henderson au large. Je connaissais le nom. C'était un transporteur régional de 3e rang. Nous l'utilisions occasionnellement pour des courses excédentaires sur des itinéraires non critiques. C'était de petits poissons, des guppies nageant dans un océan de requins. Mais pour Britney et ma famille, son père était un titan. Je vais l'appeler tout de suite, a-t-elle annoncé, tenant le téléphone comme un sceptre. Il va passer un coup de fil à ses amis chez NGL, et tout ce malentendu sera réglé avant le dessert. Regardez et apprenez, Isaiah. C'est comme ça que fonctionne le vrai pouvoir. Elle a mis le téléphone sur haut-parleur et l'a posé au centre de la table. Nous avons tous écouté la tonalité de la sonnerie. Mon père s'est penché en avant, l'espoir se rallumant dans ses yeux. Trey s'est redressé, ajustant sa cravate comme s'il se préparait à être sauvé. Bonjour, a répondu une voix rauque à la 3e sonnerie. Britney, c'est toi? Bonne fête de l'Action de grâce, princesse. Salut, papa, a dit Britney en cooing, sa voix tombant dans un registre sickeningly sweet. Bonne fête de l'Action de grâce. Je suis tellement désolé de te déranger pendant le match, mais nous avons une petite urgence ici chez Trey. Qu'est-ce qui ne va pas? A demandé son père, sa voix se resserrant. C'est la voiture? Trey a-t-il accidenté la Mercedes? Non, rien de tel. Britney a ri. C'est un truc de travail. Trey a quelques problèmes avec un contrat chez Medtech. Une société de logistique est difficile et menace de retirer un accord. Nous espérions que tu pourrais utiliser tes relations pour aplanir les choses. Tu sais, demander une faveur. Son père a poussé un soupir de soulagement. C'est tout? Sûr, ma chérie. Quel est le transporteur?
C'est FedEx? Ou peut-être Old Dominion? Je connais les responsables régionaux des deux. Non, c'est une entreprise appelée Nexus Global Logistique, a dit Britney confidentiellement. NGL. Trey a dit que leur PDG est difficile à propos d'eux. Elle n'a pas pu finir sa phrase. Au moment où les mots Nexus Global Logistique sont sortis de sa bouche, son père a émis un son que je ne peux décrire que comme un glapissement étranglé. C'était le son d'un homme qui venait de réaliser qu'il se tenait sur une mine terrestre. « Arrête !» a crié M. Henderson à travers le haut-parleur. « Britney, tu me dis que Trey est en litige avec NGL? » « Oui, papa, » a dit Britney, confuse par son ton. « C'est ce que j'ai dit. Nous avons juste besoin que tu les appelles. »« Es-tu fou ?» a rugi son père. Sa voix n'était plus chaleureuse ou indulgente. Elle était terrifiée. « Britney, écoute-moi très attentivement. Ne joue pas avec NGL. Ne les appelle pas. Ne les contacte pas par email. Et pour l'amour de Dieu, ne mentionne pas mon nom dans la même phrase que cette entreprise. » Britney a cligné des yeux, sa confiance vacillant. « Mais papa, pourquoi? Tu as dit que tu connaissais tout le monde. Tu as dit que tu étais un acteur majeur. »« Je suis un acteur majeur à Atlanta, » a claqué M. Henderson. « Mais NGL n'est pas Atlanta, Britney. NGL est mondial. Il possède la chaîne d'approvisionnement. Si je les agace, ils pourraient écraser mon entreprise en une semaine. Ils pourraient blacklister mes camions de tous les ports majeurs de la côte est. Nous serions en faillite avant Noël. » La pièce est devenue mortellement silencieuse. Mon père avait la bouche ouverte. Trey avait l'air d'être sur le point de vomir. « Mais sûrement tu peux parler à leur PDG, appelé des Britney, sa voix montant en désespoir. Trey a dit que son nom était le requin ou quelque chose comme ça. Appelle-le. » Son père a ri, un son sec et sans humour. Appelle-le. Britney, personne n'appelle le requin. Personne ne sait même qui il est. C'est un fantôme. Dans l'industrie, nous ne disons même pas son nom complet. Nous connaissons juste les initiales sur les contrats. IJ. IJ. Les lettres flottaient dans l'air. Cet homme est un fantôme. A continué M. Henderson, sa voix tombant dans un murmure. Il est sorti de nulle part il y a 5 ans et a racheté la moitié de la capacité de la chaîne du froid du pays. Il ne va pas au gala de charité. Il ne fait pas d'interview. Il acquiert juste des entreprises et détruit quiconque manque d'intégrité. Si Trey est en travers de son chemin, dis-lui de faire ses cartons. Il n'y a pas de solution. Maintenant, je dois y aller. Je dois m'assurer qu'aucun de mes chauffeurs n'est actuellement sous contrat avec NGL. Je ne peux pas me permettre les répercussions. Au revoir, Britney. La ligne s'est coupée. Pendant 10 secondes, personne n'a bougé. Le seul son dans la pièce était le bourdonnement du réfrigérateur et le léger cliquetis de ma tasse de thé alors que je la reposais sur sa soucoupe. IJ. Mes initiales. Isaiah Jackson. J'ai regardé autour de la pièce, attendant que la réalisation les frappe. J'ai attendu qu'ils me regardent et qu'ils fassent le lien. Mon nom était Isaiah. Mon nom de famille était Jackson. Je travaillais dans la logistique. Je venais de leur dire que je connaissais l'industrie. Les pièces du puzzle étaient énormes et elles étaient juste là sur la table. Mais ils ne l'ont pas vu. Leurs préjugés étaient si profonds, leur image de moi en tant qu'échec était si cimentée dans leur esprit que la vérité s'est simplement reflétée sur eux. Pour eux, j'étais Isaiah le chauffeur de camion. L'idée que je puisse être le terrifiant IJ dont M. Henderson parlait n'était pas seulement impossible, c'était inconcevable. Ce serait comme soupçonner le chat de la famille d'être physicien nucléaire. Trey a brisé le silence avec un gémissement de désespoir. IJ, a-t-il murmuré. Même Henderson en a peur. Qui est ce type? Il a l'air d'un monstre. Britney a attrapé son téléphone sur la table, son visage rougi d'embarras. Eh bien, mon papa est juste prudent, a-t-elle dit défensivement. Il a beaucoup à perdre. Il protège juste ses actifs. Mon père a secoué lentement la tête. Si Henderson n'y touche pas, alors ça doit être grave. Ce personnage IJ a l'air d'un tyran, d'un homme sans âme. Probablement un vieux milliardaire assis dans une tour à New York qui prend plaisir à détruire la carrière de jeunes hommes.
J'ai ramassé ma cuillère et j'ai remué le fond de mon thé. Un petit sourire a touché le coin de mes lèvres. Un tyran, un monstre, un fantôme. J'avais été appelé beaucoup de choses dans les salles de conseil, mais entendre ma propre famille décrire mon alter ego avec une telle peur était profondément satisfaisant. Il a l'air redoutable, ai-je dit, parlant depuis les ombres de mon coin. Un homme qui valorise l'intégrité par-dessus tout. Peut-être qu'il n'est pas un monstre, papa. Peut-être qu'il a juste des normes élevées. Britney s'est retournée pour me faire face, ayant besoin d'une cible pour son humiliation. Oh, tais-toi, Isaiah. Qu'en est-il des normes? Tu as entendu mon père. C'est un magnate mondial. Tu ne sais probablement même pas ce que signifient ces mots. Et ne reste pas là à avoir l'air suffisant. Juste parce que mon père ne peut pas le réparer ne signifie pas que Trey est fini. Je suis fini, a murmuré Trey, fixant ses mains. Sterling m'a donné une date limite. Lundi matin, si je n'ai pas de réunion fixée, je suis viré. Et maintenant, nous savons que personne ne peut atteindre ce gars. J'ai regardé ma montre. Il se faisait tard. La mascarade avait duré assez longtemps, mais je n'étais pas prêt à y mettre fin. Je voulais qu'ils souffrent pendant le week-end. Je voulais qu'ils ressentent le poids total de leur impuissance. En fait, ai-je dit, me levant et brossant les miettes de ma chemise en flanelle, je connais peut-être un gars. Ils m'ont tous regardé. Pas avec espoir, mais avec agacement. Tu connais un gars, a ricané Britney. Qui? Ton superviseur d'entrepôt. Non, ai-je dit, me dirigeant vers la table principale. Je connais quelqu'un qui travaille au bureau exécutif de NGL. Je l'ai rencontré une fois lors d'un itinéraire de livraison. Trey a levé les yeux, ses sourcils se plissant. Tu mens. Tu essaies juste de te rendre important parce que le père de Britney t'a embarrassé. J'ai haussé les épaules. Crois ce que tu veux, Trey, mais je pourrais probablement envoyer un texto. Voir si je peux te procurer cette réunion lundi. Ma mère a poussé un rire rauque. Oh, Isaiah, arrête ça. Ce n'est pas le moment pour tes fantasmes. Nous traitons une crise et tu joues à faire semblant. Assieds-toi. J'ai regardé ma mère. Elle rejetait la seule bouée de sauvetage de son garçon en or parce qu'elle venait de la main du fils qu'elle ne respectait pas. D'accord, maman, ai-je dit. Je vais m'asseoir. Je ne voudrais pas dépasser les limites. Je suis retourné à ma table pliante et je me suis assis. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mes messages. J'ai vu le projet de texte à Sarah que je n'avais pas encore envoyé. Celui qui lui donnait l'instruction de fixer la réunion. Je l'ai supprimé. S'ils voulaient souffrir, je les laisserais souffrir. Je laisserais Trey transpirer pendant 2 jours de plus. Je laisserais Trey passer tout le week-end terrifié par le mystérieux IJ. Et quand lundi arriverait, je ne serais pas juste un nom sur un contrat. Je serais la rétribution qu'il n'avait jamais vu venir. Britney s'est versé un autre verre de vin, sa main tremblant légèrement. IJ, a-t-elle murmuré pour elle-même. Que signifie cette initiale? Probablement quelque chose de prétentieux. J'ai pris une gorgée de thé et j'ai chuchoté dans la tasse, Isaiah Jackson. Mais personne ne m'a entendu. Et même s'il l'avait fait, il ne l'aurait pas cru. La tarte à la citrouille était au centre de la table, non coupée et froide. La crème fouettée avait commencé à fondre en une triste flaque blanche, ce qui était une métaphore parfaite de l'humeur dans la pièce. Trey avait arrêté de faire les 100 pas, mais l'énergie qui émanait de lui était radioactive. Il vibrait d'un mélange toxique de peur et d'agression, ayant besoin d'une cible pour sa panique. Il ne pouvait pas crier après son patron. Il ne pouvait pas crier après le mystérieux PDG de Nexus Global Logistique. Et il ne pouvait certainement pas se crier dessus. Alors ses yeux se sont posés sur la seule personne dans la pièce qu'il jugeait supérieure à lui. Moi. Cela a commencé par un grognement bas de sa gorge. C'est toi, a-t-il murmuré. J'ai levé les yeux de mon assiette vide. Pardon? C'est toi, a dit très plus fort cette fois, sa voix craquant d'hystérie. Depuis que tu as franchi cette porte, tout est allé au diable. Tu as apporté cette mauvaise énergie ici, Isaiah. Toi et tes bottes boueuses et tes tristes histoires de conduite de camion. Tu es un nuage noir. Britney a hoché la tête avec empressement, saisissant l'explication. Il a raison.
L'ambiance était parfaite avant que tu n'arrives. Nous fêtions. Nous étions heureux. Puis tu es entré en ressemblant à un sans-abri et soudain Trey perd son contrat. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une manifestation négative. Je les ai regardés avec incrédulité. Ils étaient sérieux. Ils blâmaient en fait un différend contractuel d'entreprise sur mon choix de chaussures. Tu ne peux pas être sérieux, ai-je dit calmement. Trey, tu as perdu le contrat parce que tu étais arrogant. Tu as traité le client comme s'il était inférieur à toi. Ne me blâme pas pour ton manque de professionnalisme. Trey a frappé la table du poing, faisant sauter la vaisselle. Ne me parle pas de professionnalisme, a-t-il crié. Tu conduis un camion, Isaiah. Tu ne sais rien du monde de l'entreprise. Tu es un jinx. Tu as toujours été un jinx. Maman s'en souvient. Dis-lui, maman. Dis-lui comment à chaque fois qu'il vient, quelque chose se casse. Ma mère, Viola, a baissé les yeux sur ses mains, tordant sa serviette. Elle ne voulait pas être d'accord, mais elle ne voulait pas contrarier son garçon en or quand il était en crise. Eh bien, a-t-elle dit doucement. Il est vrai que les choses sont généralement plus légères quand c'est juste nous, Trey. Isaiah a tendance à apporter une certaine lourdeur dans la pièce. Peut-être que c'est la lutte. La pauvreté a une odeur, Trey. La trahison a piqué, mais je ne l'ai pas montré. La pauvreté a une odeur, a-t-elle dit. C'était drôle parce que la seule chose que je sentais dans cette pièce était le désespoir et le parfum bon marché. Trey a saisi ces mots. Tu vois, maman est d'accord. Tu es une malédiction, Isaiah. Tu es un désastre ambulant. J'étais sur le point de devenir vice-président. J'étais sur le point d'être riche. Et puis tu es apparu et l'univers a décidé de me punir pour m'être associé à un raté. Il s'est levé et a pointé un doigt tremblant vers mon visage. Tu dois partir tout de suite. Je ne peux pas arranger ça pendant que tu es assis là à me juger avec ton silence auto-juste. Sors de chez moi. J'ai regardé mon père, Otis. C'était le patriarche. C'était l'homme qui m'avait appris à serrer la main fermement et à regarder un homme dans les yeux. J'ai attendu qu'il dise à Trey de s'asseoir. J'ai attendu qu'il défende son fils. Otis a lentement repoussé sa chaise et s'est levé. Il a ajusté son blazer et m'a regardé avec des yeux froids et durs. Il n'y avait pas d'amour dans leurs yeux. Seulement du calcul. Il avait fait le calcul. Trey était l'investissement. J'étais le coût irrécupérable. Tu as entendu ton frère, Isaiah, a dit mon père, sa voix comme du gravier. J'ai fixé mon regard sur lui. Tu me chasses, papa? Le jour de la fête de l'Action de grâce? Ce dîner est pour les gagnants, a dit Isaiah Otis sans bégayer. C'est pour les gens qui contribuent. Les gens qui ont un avenir. Nous essayons de résoudre une crise ici et franchement, te regarder est juste un rappel de ce qui arrive quand on n'a pas d'ambition. Tu es une distraction. Il a pointé vers la porte d'entrée. Vas-y, prends ton sac. Retourne à ton camion. Va dormir dans une aire de repos ou là où vous dormez. Quand tu trouveras un vrai travail, quand tu pourras venir à cette table en costume et apporter de bonnes nouvelles, alors tu pourras revenir. D'ici là, ne nous embarrasse plus. La pièce était silencieuse. Britney souriait, prenant une gorgée de son vin. Trey avait l'air justifié, sa poitrine se gonflant comme s'il venait de vaincre un dragon au lieu d'intimider son frère. Ma mère a refusé de croiser mon regard. J'ai lentement repoussé ma chaise en métal. Le son des pieds raclant le sol était fort et définitif. Je me suis levé de toute ma hauteur. J'étais plus grand que Trey. J'étais plus large que mon père. J'avais passé les 5 dernières années à construire des choses pendant qu'ils passaient leur temps à faire semblant. Je me suis dirigé vers le coin et j'ai ramassé mon sac de sport. Je l'ai jeté sur mon épaule. J'ai regardé la table une dernière fois. J'ai regardé le faux luxe, le cristal loué, et les gens creux. J'ai brossé une tache de poussière invisible de ma manche en flanelle. Bien, ai-je dit, ma voix ferme et profonde. Je pars. Je détesterais ruiner votre série de victoires. Je me suis tourné vers Trey. Tu as jusqu'à lundi 9h pour régler ton bazar. Bonne chance avec ça. Puis je me suis tourné vers mon père. Et papa, tu as dit que cette table était pour les gens qui contribuent.
Tu voudrais peut-être vérifier qui paie la maison de retraite de grand-mère depuis 3 ans parce que ce n'était certainement pas très. Mon père a froncé les sourcils, confus. De quoi parles-tu? L'État paie pour ça. J'ai juste souri, un sourire froid et connaisseur. Continue de te raconter ça. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Ma main a touché la poignée en laiton froid. J'ai fait une pause et j'ai regardé derrière moi. Ils me regardaient, attendant que je disparaisse pour qu'ils puissent retourner à leur illusion. Une dernière chose, ai-je dit. Vous m'avez viré parce que vous pensez que je ne vaux rien. Vous pensez que je suis un raté. Mais souvenez-vous de ce moment. Parce que la prochaine fois que vous me verrez, la dynamique sera très différente. Et quand vous réaliserez ce que vous avez fait, quand vous viendrez me demander de l'aide, souvenez-vous que je vous ai offert une bouée de sauvetage et que vous l'avez repoussée. J'ai ouvert la porte, laissant entrer l'air nocturne. Quand vous aurez besoin de moi, et vous aurez besoin de moi, le prix ne sera pas bon marché. Je suis sorti sur le porche et j'ai fermé la porte derrière moi. Le loquet a cliqué. C'était le son d'un pont qui brûle. J'ai marché dans l'allée dans l'obscurité vers la rue où Trey avait banni mon camion, mais je ne suis pas allé à mon camion. Je me suis tenu sur le trottoir et j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé un numéro. Ramenez la voiture, ai-je dit. J'ai terminé ici. Je suis resté là dans le froid en attendant. À l'intérieur, ils étaient probablement en train de trinquer à mon départ. Ils se disaient probablement qu'avec le Jinx parti, leur chance allait tourner. Ils n'avaient aucune idée que la seule chance qu'il leur restait s'éloignait sur le trottoir. Et lundi matin arrivait comme un train de marchandises. Je suis descendu du porche et j'ai écouté le lourd claquement de la porte d'entrée derrière moi. Le son était définitif, comme la fermeture d'un coffre-fort. L'air de novembre était mordant, traversant ma chemise en flanelle, mais je n'ai pas remonté ma veste. J'ai accueilli le froid. Il semblait propre. Il semblait réel. Contrairement à la chaleur suffocante de cette salle à manger, l'air froid ne prétendait pas être autre chose qu'il ne l'était. J'ai marché dans l'allée, mes bottes craquant sur le gravier. Je pouvais sentir leurs yeux me brûler dans le dos à travers la fenêtre du salon. Ils regardaient probablement pour s'assurer que je partais vraiment, pour s'assurer que la tache sur leur fête de l'action de grâce parfaite était enfin enlevée. Je suis arrivé au bout de l'allée où la pelouse parfaitement entretenue rencontrait la rue. J'étais censé tourner à gauche, marcher 2 pâtés de maison jusqu'à la benne derrière le centre communautaire, et récupérer mon vieux camion. C'était le scénario qu'ils avaient écrit pour moi. L'échec s'en va dans l'obscurité pendant que les gagnants finissent leur vin. Mais je n'ai pas tourné à gauche. Je me suis tenu là, sur le trottoir, juste devant la maison, et j'ai attendu. J'ai vérifié ma montre. Mon chauffeur était toujours ponctuel. Soudain, l'obscurité de la rue de banlieue a été brisée par une lumière blanche aveuglante. Des faisceaux jumelles de phares à haute intensité ont traversé le crépuscule, éclairant les chênes et les haies parfaitement taillés. Un bourdonnement bas, puissant et doux, vibrait dans l'air. Ce n'était pas le cliquetis d'un camion de livraison. C'était le ronronnement d'un moteur à 12 cylindres conçu pour les chefs d'État. Une limousine s'est arrêtée sur le trottoir. Ce n'était pas juste une limousine de location pour la soirée de bal de fin d'études. C'était une Mercedes Maybach étirée, blindée et d'un noir de jet avec des vitres teintées si sombres qu'elles ressemblaient à du pétrole. Des drapeaux étaient montés sur les ailes avant, pas des drapeaux nationaux, mais les fanions d'entreprise de Nexus Global Logistique. Elle s'est arrêtée juste là où Trey m'avait interdit de me garer, sa masse dominant tout l'avant de la maison. Derrière moi, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en grand. La curiosité était trop forte pour eux. Ma famille, qui venait de me bannir, a déferlé sur le porche comme des mythes attirés par une flamme. Trey était en tête, tenant son verre de vin. Britney était juste derrière lui, agrippant son sac faux. Mes parents ont suivi, plissant les yeux dans les lumières vives. « Qu'est-ce que c'est » a haleté Britney, sa voix portant par-dessus la pelouse. « C'est une Maybach ?» Les yeux de Trey se sont écarquillés. La peur qui le consumait avait disparu, remplacée instantanément par une montée d'adrénaline et d'ego. Il a regardé la voiture, puis moi debout près d'elle, et son esprit a fait une connexion qui était purement délirante, mais entièrement cohérente avec son narcissisme. « C'est le cas » a crié Sterling Trey, trébuchant dans les marches du Porsche. Il a envoyé une voiture. Je le savais.
Je savais qu'il ne me licencierait pas. Il a envoyé une voiture pour m'emmener à une réunion privée. C'est comme ça qu'ils font dans la cour des grands. Il a couru devant moi, me bousculant même l'épaule dans sa hâte. Il ne m'a même pas regardé. Dans son esprit, j'étais invisible. J'étais juste un élément du paysage. Il s'est arrêté juste devant la limousine, redressant sa cravate et lissant ses cheveux. Il a affiché son meilleur sourire de vendeur, celui qu'il utilisait pour charmer les réceptionnistes et les managers faibles. « Maman, papa, regardez !» a crié Trey par-dessus son épaule. C'est ça. C'est le traitement VIP. Préparez vos appareils photo. La porte arrière du passager ne s'est pas ouverte. Au lieu de cela, les portes avant se sont ouvertes à l'unisson. 2 hommes sont sortis. Ce n'étaient pas des chauffeurs. Ils portaient des costumes sur mesure en graphite qui coûtaient plus cher que toute la garde-robe de Trey. L'un était plus âgé, avec des cheveux argentés et un visage sculpté dans le granit. C'était Marcus, mon conseiller juridique, et l'un des avocats les plus redoutés de Washington. L'autre était plus jeune, aux yeux vifs, et tenait une tablette. C'était David, mon directeur des opérations. Ils avaient l'air sérieux. L'air autour d'eux crépitait d'urgence. Ils ont complètement ignoré Trey et ont scanné la zone, leurs yeux cherchant dans les ombres. Trey s'est avancé, tendant la main. « Messieurs, » a-t-il dit d'une voix pleine de charme. « Vous devez être de NGL. Je ne peux pas vous dire à quel point j'apprécie ce geste. Je suppose que Monsieur Sterling a organisé ce transport. Je suis prêt à partir. Mes affaires sont à l'intérieur, mais nous pouvons. » Marcus a regardé Trey pour la première fois. Il a regardé la main tendue, puis le visage impatient de Trey. Son expression était d'une légère annoyance, comme s'il avait marché dans de la gomme. Il n'a pas serré la main de Trey. Il a simplement regardé au-delà de lui. « Nous cherchons Monsieur Jackson, » a dit Marcus, sa voix profonde et autoritaire. « Nous avons une situation de code rouge impliquant la Federal Emergency Management Agency. Nous avons besoin d'une signature immédiate pour l'autorisation de transport aérien. » Trey a ri, un son nerveux et excité. « Code rouge. J'adore ça. Vous êtes intense. » « Oui, je suis Monsieur Jackson. Je suis celui que vous cherchez. Je suis le responsable du contrat MedTech. Je suppose que c'est de ça qu'il s'agit, la signature urgente pour le deal. » David, mon COO, a froncé les sourcils. Il a baissé les yeux sur sa tablette, puis de nouveau sur Trey. Il avait l'air confus. « MedTech. Nous ne sommes pas ici pour un contrat de vente pharmaceutique. Nous sommes ici pour le président. La Maison-Blanche est en attente. » Trey a cligné des yeux. La Maison-Blanche. Waouh, Sterling a vraiment tout mis en œuvre. Ok, je comprends. C'est un test. Vous voulez voir si je peux gérer la pression? Oui, je suis le président de l'accord. Je suis prêt à signer. Faisons ça. Britney a dévalé les marches, ses talons claquant sur le trottoir. Elle a accroché son bras à celui de Trey, rayonnant envers les 2 cadres. Et je suis sa partenaire. Je l'accompagnerai. Je suppose qu'il y a du champagne à l'arrière. Mes parents se tenaient sur la pelouse, se serrant l'un l'autre. Ma mère pleurait des larmes de joie. Je te l'avais dit, Otis, a-t-elle sangloté. Je te l'avais dit qu'il était spécial. Regarde cette voiture. Mon garçon est important. Je me tenais dans l'ombre, adossé au tronc du gros chêne près du trottoir. J'ai regardé le cirque se dérouler. J'ai regardé mon frère essayer de revendiquer un trône qu'il n'avait pas construit. J'ai regardé essayer de voler un moment qui n'était pas le sien. C'était l'acte ultime du bris. Il était tellement convaincu de sa propre magnificence qu'il ne pouvait pas entendre ce que les hommes disaient réellement. Il parlait de transport aérien et d'agences fédérales. Il entendait des chèques de primes et des promotions. Marcus a finalement perdu patience. Il s'est rapproché de Trey, sa présence physique intimidante. « Monsieur, écartez-vous » a dit Marcus, sa voix tombant dans un grondement. « Nous ne sommes pas des chauffeurs Uber. Nous ne sommes pas ici pour une fête. Nous cherchons Isaiah Jackson. Notre traceur GPS le situe à cet endroit. » Trey s'est figé. Le sourire a vacillé. « Isaiah ?
Il s'est lentement retourné et m'a regardé. J'étais toujours là, bras croisés sur ma chemise en flanelle, mon visage caché dans l'ombre de l'arbre. « Pourquoi le voudriez-vous » a ricané Trey, pointant un pouce par-dessus son épaule. « C'est juste mon frère. Il conduit un camion. Il partait juste. Vous avez probablement piraté son téléphone par erreur. Il livre pour un transporteur de bas niveau. » David a levé les yeux de sa tablette. Il a regardé Trey, puis a suivi le doigt de Trey vers moi. Ses yeux se sont verrouillés sur moi. La tension dans ses épaules s'est instantanément dissipée. Il a tapoté Marcus sur le bras. « Monsieur David » a dit David, cible acquise. « Il est juste là. » Les deux hommes en costume se sont immédiatement tournés le dos à Trey. Ils sont passés devant lui comme s'il était un cône de signalisation. Ils sont passés devant Britney, qui souriait toujours de son sourire figé de concours de beauté. Ils se sont dirigés droit vers l'homme en bottes boueuses. Trey s'est retourné. « Et, attendez une minute. Vous faites une erreur. C'est le mauvais Jackson. Ce n'est personne. C'est un raté. Je suis celui avec le MBA. Je suis le directeur. » Marcus s'est arrêté. Il a tourné lentement la tête et a regardé Trey avec un air de pitié absolument dérisoire. « Monsieur Marcus » a dit David, sa voix portant clairement dans l'air nocturne. « Dans notre monde, un MBA vous permet d'avoir un entretien d'embauche, mais l'homme qui se tient derrière vous possède l'entreprise qui imprime les chèques de paie. Je vous suggère de montrer du respect. » La bouche de Trey s'est ouverte. Mes parents ont halté. Les deux cadres m'ont atteint. Ils ne m'ont pas attrapé. Ils ne m'ont pas arrêté. Ils se sont arrêtés à 3 pieds et ont légèrement incliné la tête. C'était un geste de déférence, un geste de loyauté. « Monsieur le Président » a dit Marcus, son ton changeant pour une urgence professionnelle. « Nous nous excusons pour l'intrusion pendant votre fête, mais la situation de l'ouragan s'est intensifiée. Le Président a demandé le déploiement immédiat de la flotte C5 Galaxy. Nous ne pouvons pas déplacer les appareils sans votre autorisation biométrique. » Je suis sorti des ombres. La lumière des phares a frappé mon visage. Je ne souriais plus. J'ai regardé Marcus, puis David. Le Président a-t-il le plan logistique que j'ai rédigé ? Ai-je demandé, ma voix changeant. Fini le frère doux et réservé. À sa place se trouvait le PDG. Ma voix était vive, autoritaire et imposante. Oui, monsieur, a répondu David. Il l'a examiné. Il attend votre feu vert. J'ai hoché la tête. Ouvrez la voiture. Donnez-moi une ligne sécurisée. Trey est resté figé sur l'allée. Il a regardé de moi à la voiture, puis de nouveau à moi. Son cerveau essayait de traiter les données, mais il plantait. Le frère qu'il s'était moqué, le frère à qui il avait donné une carte cadeau de $50, le frère qu'il avait appelé mendiant. Isaiah, a murmuré Trey, sa voix tremblante. Que se passe-t-il? Qui sont ces gens? J'ai fait une pause, ma main sur la poignée de la porte de la limousine. Je me suis lentement retourné pour leur faire face, ma famille. Les gens qui m'avaient jugé sur ma couverture et n'avaient jamais pris la peine de lire le livre. Je te l'ai dit, Trey, ai-je dit, ma voix froide et dure. Je t'ai dit que quand tu aurais besoin de moi, le prix ne serait pas bon marché. Tu pensais que je conduisais le camion. Tu n'as jamais demandé qui possédait la route. J'ai fait signe à David. Il a ouvert la porte arrière. Je me suis assis à l'intérieur du centre de commandement mobile en cuir moelleux. Je me suis assis et la lourde porte s'est fermée avec un bruit solide, me scellant dans un monde de silence et de pouvoir, laissant ma famille debout dans le froid, fixant une réalité qu'ils ne pouvaient plus nier. Le moteur de la Maybach blindée bourdonnait d'une basse vibration qui semblait secouer les fondations même de l'allée de banlieue. Trey se tenait figé près du garde-boue arrière, ses mains encore à moitié étendues dans un salut que personne ne voulait accepter. Il ressemblait à un homme qui était monté sur scène en s'attendant à des applaudissements seulement pour se retrouver dans un théâtre vide. Il cligna rapidement des yeux, essayant de comprendre la scène qui se déroulait devant lui. Deux hommes en costume valant plus que sa voiture étaient passés devant lui comme s'il était invisible. Ils étaient passés devant l'enfant en or, l'espoir de devenir vice-président, la réussite familiale, et ils marchaient avec détermination vers l'obscurité au bord de la pelouse où l'échec familial se tenait dans le froid. Et,
Attendez une minute, a balbutié Trey, sa voix montant d'une octave. Vous faites une erreur. Une grave erreur. C'est juste Isaiah. Il conduit un camion. Ce n'est personne. C'est toi que tu veux. Je suis le directeur. Il a fait un pas pour les suivre, tendant la main pour attraper le bras de l'homme plus âgé, Marcus. C'était une erreur fatale de jugement. Avant même que les doigts de Trey ne puissent effleurer le tissu du costume, Marcus s'est arrêté et s'est retourné. Il n'a pas haussé la voix. Il n'avait pas l'air en colère. Il a regardé Trey avec ce détachement professionnel froid qu'un chirurgien utilise avant de retirer une tumeur. Ne me touchez pas, a dit Marcus. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait un poids qui a figé Trey sur place. Et n'interrompez pas les affaires officielles de l'entreprise. Si vous faites un pas de plus vers le président, je ferai en sorte que le service de sécurité vous expulse des lieux, et je vous promets qu'ils ne seront pas gentils. Trey s'est reculé comme s'il avait été giflé. Président ? Le mot flottait dans l'air froid de la nuit comme un nuage de vapeur. Il a regardé notre père, Otis, qui se tenait sur le porche, la bouche légèrement ouverte, ses yeux passant d'une limousine à moi. Président Otis, a-t-il murmuré pour lui-même. Qui est le président ? Les deux cadres ont atteint l'endroit où j'étais adossé à l'écorce rugueuse du vieux chêne. Je n'avais pas bougé. Je n'avais pas fait signe. Je les ai simplement regardés approcher. David, le directeur des opérations, s'est arrêté à 3 pieds devant moi. Il se tenait au garde à vous, sa posture rigide, son visage sérieux. Il tenait un téléphone satellite sécurisé dans sa main, l'écran brillant d'un statut de connexion crypté. « Bonsoir, Monsieur Jackson, a dit David. Nous nous excusons pour l'entrée dramatique, monsieur, mais le calendrier s'est accéléré. L'ouragan a changé de cap, et la FEMA a déclaré l'état d'urgence pour toute la région côtière. Le stock national de vaccins doit être déplacé dans les 4 prochaines heures, sinon nous risquons de perdre tout l'inventaire à cause des inondations. J'ai regardé David. J'ai vu le stress dans ses yeux. Ce n'était pas un exercice. Il y avait 50 millions de dollars de médicaments vitaux en jeu. La Maison-Blanche est en ligne 1, a ajouté Marcus, s'approchant à côté de lui. Le chef de cabinet vous demande personnellement. Ils ont besoin de votre autorisation pour utiliser notre aérodrome privé en Floride comme base de transit pour la garde nationale. Ils ne peuvent pas atterrir de transport militaire sans votre signature sur la renonciation à la responsabilité. J'ai lentement détaché mon dos de l'arbre. Le temps de me cacher était révolu. Le temps de prétendre être le simple chauffeur de camion était terminé. J'ai levé la main et j'ai enlevé ma vieille casquette de baseball délavée. J'ai passé une main dans mes cheveux et j'ai redressé mon dos. J'ai semblé grandir de 5 cm à ce moment-là, abandonnant la posture du frère battu, et adoptant la posture d'un homme qui commandait des flottes. Ma famille a regardé dans un silence stupéfait. Ils étaient témoins d'une transformation qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'était comme regarder un chat errant se transformer en lion sous leurs yeux. Britney se tenait sur la marche inférieure du Porsche, tenant un verre de vin rouge qu'elle avait emporté dehors dans son excitation. Elle me regardait, les yeux écarquillés d'une horreur naissante. Elle a regardé mes bottes boueuses. Puis elle a regardé la façon dont les cadres me traitaient différemment. Les pièces du puzzle se sont finalement assemblées dans son esprit. Iji, a-t-elle murmuré. Isaiah Jackson. Sa main s'est affaissée. Le verre à vin en cristal lui a glissé des doigts. Il est tombé au ralenti, tombant dans les airs jusqu'à ce qu'il heurte le béton blanc immaculé de l'allée. Il s'est brisé avec un bruit fort et aigu, le vin rouge explosant comme une blessure par balle, éclaboussant l'ourlet de son manteau de cachemire blanc et tachant les chaussures polies de Trey. Personne n'a bougé pour le nettoyer. Personne n'y a même prêté attention. Donnez-moi le téléphone, ai-je dit, ma voix tombant dans le ton grave et résonnant que j'utilisais dans les salles de conseil. David m'a immédiatement tendu le téléphone satellite. Je l'ai tenu à mon oreille. C'est Jackson, ai-je dit. Il y a eu une pause alors que la personne à l'autre bout parlait. J'ai écouté, mon visage impassible. Oui, monsieur le président. Je comprends l'urgence, ai-je dit calmement. Derrière moi, j'ai entendu ma mère, Viola, pousser un halètement étranglé. Elle a attrapé le bras d'Otis pour ne pas tomber. Je suis d'accord avec l'utilisation de l'aérodrome immédiatement, ai-je continué, fixant droit devant moi dans l'obscurité.
Mais je veux une garantie que mes équipes au sol auront la priorité pour le transport des vaccins. Nous avons nos propres protocoles pour l'intégrité de la chaîne du froid, et je ne veux pas que le personnel militaire tripote les contrôles de température. Avons-nous un accord? J'ai de nouveau fait une pause, écoutant. Bien, ai-je dit. Je demanderai à mon avocat général de vous envoyer les clés numériques. Mettez ces appareils en vol. Nous gérons la logistique au sol. Merci, monsieur. J'ai rendu le téléphone à David. Il l'a pris et a immédiatement commencé à taper sur sa tablette, exécutant les commandes que je venais de donner. Marcus s'est rapproché, tenant une tablette avec un stylet. Nous avons juste besoin de la signature biométrique pour l'activation de la flotte, monsieur. Et il y a une chose de plus. Le litige concernant le contrat Medtech. Je me suis figé. J'ai regardé Marcus, puis j'ai regardé au-delà de lui, là où se tenait Trey. Trey avait l'air d'un fantôme. Son visage était pâle, ses yeux étaient vitreux. Il tremblait violemment, pas à cause du froid, mais de la pure terreur de la réalisation. Il avait tout entendu. Il m'avait entendu commander le mouvement d'armée et de médicaments. Il m'avait entendu négocier avec la Maison Blanche. Et maintenant, il entendait le nom de sa propre entreprise. Qu'en est-il de Medtech, ai-je demandé, gardant les yeux fixés sur mon frère. Marcus a jeté un regard dédaigneux à Trey. Richard Sterling est en ligne 2, en attente pour vous. Il dit qu'il est prêt à licencier son directeur des ventes immédiatement si cela peut sauver le contrat. Il demande si vous voulez annoncer la nouvelle personnellement ou si vous voulez que nous nous occupions des documents de résiliation. Le silence sur l'allée était absolu. Même les grillons semblaient avoir arrêté de chanter. Trey a fait un pas en avant en titubant, ses mains levées dans un geste pathétique de reddition. Isaiah, a-t-il suffoqué? S'il te plaît. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui s'était moqué de moi pendant 5 ans. J'ai regardé l'homme qui m'avait jeté une carte cadeau de $50 au pied 1 heure plus tôt. J'ai regardé l'homme qui avait essayé de me chasser de chez lui parce que je ne rentrais pas dans son image de réussite. J'ai pris la tablette à Marcus. J'ai regardé le document numérique. C'était l'autorisation de suspendre toutes les affaires avec Medtech Solutions. J'ai signé mon nom. C'était un mouvement fluide et pratiqué. Isaiah Jackson. J'ai rendu la tablette à Marcus. Dites à Sterling que je m'en occupe, ai-je dit. Dites-lui que la réunion est toujours maintenue pour lundi à 9 h. Je veux le regarder dans les yeux quand je remodèlerai son entreprise. Oui, monsieur le président, a dit Marcus. Je me suis tourné vers David. Ouvrez la porte. Nous avons du travail à faire. David a ouvert la porte arrière de la limousine en grand. La lumière intérieure a débordé, révélant des sièges en cuir crème, un bar entièrement approvisionné et des rangées d'écrans brillants de cartes et de données. C'était un poste de commandement mobile. Je me suis dirigé vers la voiture. Mais avant d'entrer, j'ai fait une pause. Je me suis retourné une dernière fois pour regarder ma famille. Mon père, Otis, avait l'air vieux. L'arrogance s'était dissipée, le laissant comme un vieil homme confus qui réalisait qu'il avait parié sur le mauvais cheval. Ma mère pleurait silencieusement, sa main sur sa bouche. Britney regardait la tache de vin sur son manteau, réalisant que son sac Hermès faux était maintenant le moindre de ses problèmes. Et Trey était à genoux. Il était littéralement tombé à genoux dans le gravier. Il me regardait avec les yeux d'un homme qui voit le bourreau lever la hache. Isaiah, attends, a-t-il plaidé, sa voix un murmure brisé. Je ne savais pas. Comment aurais-je pu savoir? Tu ne nous l'as jamais dit. J'ai baissé les yeux sur lui. Les bottes boueuses qu'il avait méprisées étaient maintenant à quelques centimètres de son visage. Je te l'ai dit tous les jours, Trey, ai-je dit doucement. Je te l'ai dit par mon travail acharné. Je te l'ai dit par mon silence. Je te l'ai dit en me présentant. Tu n'as juste jamais appris à écouter autre chose que l'argent. Je suis entré dans la voiture. David a fermé la lourde porte avec un bruit solide qui a coupé le froid, le vent et la famille qui ne m'avaient jamais connu. Alors que la limousine s'éloignait, glissant doucement dans la rue, je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je n'avais pas besoin de voir leur visage pour savoir qu'ils étaient pâles. Je n'avais pas besoin de les voir pour savoir que le silence que j'avais laissé derrière moi était plus lourd que tous les mots que j'aurais pu prononcer. La leçon avait été donnée.
Et les frais de scolarité étaient tout ce qu'ils avaient.